2. Ne regardez pas comme ça, je suis pas en état de lâcher un couplet là. Ça va, vous avez encore de l'énergie? Ouais, vachement, ça sent vraiment le dimanche à 16h du matin, quoi. Vous avez encore de l'énergie pour combattre le fascisme ou... Super. Trêve de plaisanterie sérieuse. Bonsoir à toutes et à tous, désolé, je suis un petit peu affole. Ouais, j'ai bu beaucoup de voix. Et merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette dernière table ronde. J'imagine que nos facultés de concentration sont globalement assez amoindries pour un dimanche après-midi. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir que malgré tout, il y a encore des personnes qui sont prêtes à être attentives. Et sans plus attendre, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle de fascisation et de fascisme. C'est un peu l'éléphant dans la pièce pour paraphraser une conversation que j'ai eue avec un camarade il y a peu. Tout le monde sait qu'il est là, tout le monde sait qu'il est sur une pente croissante et qu'on manque malheureusement de perspectives pour y faire face. Pour des raisons matérielles, certes, et peut-être aussi par manque d'imagination. Je pense qu'on est toutes et tous à se poser ces questions-là, à vouloir réactiver des vieux logiciels qui ont certes une efficacité, mais qui n'est malheureusement plus suffisante. Sinon, on n'en serait pas à ce stade-là. Et on sait aussi que c'est une dynamique qui s'inscrit à la fois sur des échelles locales, sur des échelles nationales et internationales, avec une participation de plus en plus décomplexée de différents milliardaires, dont Bolloré et Sterrin sont le nom, ce que nous allons voir ensuite ensemble. Et ces deux campagnes qui se croisent à travers deux personnes en fait qui sont un petit peu deux exemples, moi je dirais caricaturaux de ce qu'est vraiment le néofascisme, le post-fascisme, peu importe la qualification que vous leur donnez, je pense que vous comprenez de quoi on parle. C'est déjà de vouloir inventer des nouvelles choses, de s'aligner un petit peu sur ce qui a été fait par les camarades des soulèvements de la Terre, et de le décliner du coup sur différentes échelles avec une méthodologie similaire en frappant sur des cibles logiques. Donc ensemble, on va voir justement dans un premier temps comment est-ce que ça pourrait se décliner sur une échelle locale pour aller vers une échelle plus nationale avec les camarades de Contre-Attaque, qui était à la fois un média et un groupe d'action anciennement appelé Nantes Révolté, qui a réussi quand même à ne pas se faire dissoudre. Je pense qu'on peut les applaudir pour le taf remarquable qu'ils font. On parle quand même d'un média autonome qui, avec des moyens, je n'irai pas jusqu'à dire dérisoires, mais faire un travail de massification qui est essentiel, et on manque cruellement de pages comme ça, donc merci pour votre travail. Ensuite, ce sera nos camarades de la campagne qui vise à désarmer Bolloré, qui vous feront donc dans un premier temps une présentation de cette campagne et voir aussi comment est-ce qu'elle peut se décliner sur une échelle plus nationale. Et mon camarade Simon Assoun, qui fait partie de la même organisation à laquelle j'appartiens, du coup, qui s'appelle Tzedek, qui essaiera lui de donner une vision un petit peu plus globale sur une échelle nationale, à savoir que ce qui se passe aujourd'hui avec Bolloré et Sterrin ne serait pas possible non plus s'il n'y avait pas des superstructures étatiques qui pouvaient le permettre et qui elles-mêmes sont responsables de ces dynamiques-là. Donc du coup dans ce premier temps, excusez-moi, je suis un peu perdu dans les notes que j'ai prises à l'arrache ces dernières secondes. Donc, vous avez donc les camarades de Contre-Attaque, Lilia et Hilda, vous avez participé notamment à l'organisation de l'ASCARS. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez avoir le temps de le développer et de l'expliquer. Et avec vous, on va voir comment est-ce que déjà vous arrivez à essayer, ou en tout cas à faire de l'antifascisme sur une échelle locale, donc Nantes et puis après plus globalement le 44, et peut-être nous proposer des perspectives et des pistes pour le décliner sur une échelle un petit peu plus grande, sur le territoire peut-être du Grand Ouest, voire même, soyons un peu ambitieux, sur le sol hexagonal. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Donc, on se représente, on est Contre-Attaque, un média autonome nantais. On n'est pas que un média autonome, on est aussi un groupe politique.
et du coup basé principalement à Nantes. On est sur Nantes depuis 13 ans et c'est notre première année à la fête de l'UMA, on est très content d'être là. Pour vous faire une brève présentation du média, on est un média qui fait qui publie des trucs politiques sur la ville de Nantes, qui va documenter les différentes manifestations, etc., ce qui se passe sur Nantes. Mais on a aussi beaucoup d'articles sur la France en général et même à l'international. On est un groupe de bénévoles avec, comme le disait le camarade, des petits moyens, mais on est là et on est chaud et on veut que ça continue. On vient vous parler principalement de la SCAS. Donc la SCAS, c'est la section carrément anti-terrain. Ce sont des sections qui se sont montées un peu partout dans la France suite à un événement qui s'appelle la Nuit du bien commun. La Nuit du bien commun, c'est un événement qui a été monté par Pierre-Édouard Stérin, qui est un milliardaire français, qui... Comment expliquer ça? Qui vient faire des sortes de balles de charité pour donner de l'argent aux associations et aux collectivités pour pouvoir un petit peu se faire mousser, mais qui en fait, quand on regarde un peu derrière et un peu ce qu'il fait réellement, il y a tout un plan qui est accessible sur internet où il explique comment est-ce qu'il va faire pour fasciser la France et pour que la France devienne une France d'extrême droite, comment est-ce qu'il va rendre toute la France catholique, etc. Donc à Nantes, évidemment, il y a eu une nuit du bien commun qui s'est déroulée en début de l'année. Je crois que c'était juin, non? Juin? Bon, par là, juin. Et avec les différents collectifs, dont la SCAS Nantes. Enfin, la SCAS Nantes a appelé la plupart des collectifs militants à rentrer dans la SCAS pour pouvoir faire un événement, faire des manifestations, faire de la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est que la nuit du bien commun, etc. Et le truc qui est chouette avec la lutte contre les milliardaires, c'est que c'est une des luttes les plus intersectionnelles. Parce qu'en fait, les milliardaires possèdent tellement de choses et ils tapent sur tellement de différentes luttes qu'en fait, c'est autant un énorme problème pour les antifascistes que pour les écologistes, que pour les féministes, que pour les personnes qui... Tout le monde, en fait, voilà. La SCAS à Nantes, sur la SCAS à Nantes, on a eu plusieurs réunions qui se sont organisées. On a beaucoup de collectifs qui ont pris parti à leur hauteur et à ce qu'ils pouvaient faire dans notre SCAS à Nantes. On a eu principalement les syndicats qui sont venus donner des coups de main, filer des salles, etc. Colère, il y a un collectif anti-CRA, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a un CRA qui est en train de se construire à Nantes. On se bat très fort contre, mais c'est pas fait, mais c'est en train d'être fait. Il y avait XR, Attaque, les Soulèvements de la Terre, nous, puis d'autres indépendants qui sont venus. On a pu construire tous ensemble un très grand événement sur la section anti-terrain. L'événement il s'est tenu dans les ateliers de beach, qui est une sorte de tiers-lieu. Et on a pu faire énormément de sensibilisation, ça a très bien marché. Et ça a surtout très bien marché parce qu'on a eu toute une campagne d'utilisation de l'espace public. C'est-à-dire qu'on est quand même, on a eu beaucoup d'affiches qui ont été posées, il y a eu des gens qui ont fait du tractage, etc. On a essayé d'occuper le plus possible l'espace public pour pouvoir toucher au local et prévenir les gens de ce qui était en train de se passer. Parce qu'on comprend rien que à travers le nombre de gens qu'on a eu à la SCAS, qu'en fait, juste travailler sur le local déjà, sur coller des affiches dans sa rue, aller faire du graphe dans sa rue, poser des stickers dans sa rue, etc. C'est une très très bonne manière de sensibiliser les gens à ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé sur l'événement pour la SCAS à Nantes. Bonjour à tous et à tous. Je vais enchaîner sur ce qui se passe après les enquêtes qui ont été menées par Mediapart déjà, qui ont permis en fait de mettre au jour ce qu'est le projet Périclès, ce qu'est le projet de ce terrain. Parce qu'en fait, contrairement à Bolloré, qui est très à l'aise avec le fait d'afficher son fascisme, son extrême droite, ça s'est fait vraiment en secret de la part de ce terrain. Et du coup, bravo aux camarades de Mediapart et des autres qui ont mené ces enquêtes-là pour sensibiliser le public, qu'on soit au courant. Ensuite, il y a cette campagne avec ces événements
de mobilisation à Nantes pour que toute la ville soit au courant, et ça a vraiment été repeint, mais maintenant, on voulait pas s'arrêter là, et il ne faut pas qu'on s'arrête là à chaque fois, c'est pas parce qu'on est au courant que finalement on empêche la diffusion de ces idées. Il faut qu'on puisse se dresser et activement bloquer l'organisation de ces événements et la diffusion de ces idées moribondes. Donc ce qui s'est passé à Nantes, c'est qu'on a commencé, des groupes politiques ont commencé par faire monter la sauce. La salle qui accueillait l'événement de la Nuit du Bien Commun, la Cité des Congrès, elle a été repeinte une semaine avant, et donc là même les gens pas au courant, ah bah vous voyez le truc, qu'ils sont complices, et ça donne pas vraiment envie d'y retourner, etc. Donc ça met vraiment la pression aussi aux personnes qui accueillent, et pour cette fois, bon, ils ont pas craqué la Cité des Congrès, ils ont voulu maintenir l'événement, mais ça donne la potentialité que les autres salles, elles y réfléchissent à 2 fois avant d'inviter ce genre de gars et ce genre d'événement dans leur ville. Ensuite, forcément, grosse manif appelée, et le fait d'avoir réussi à faire monter la sauce dans toute la ville, finalement ça commençait un peu à trembler aussi. On a eu un dispositif policier, mais jamais vu dans la ville de Nantes depuis des années. Pour un événement privé, je pense que la dernière fois qu'il y avait genre ce dispositif-là, c'était pour la venue de Marine Le Pen aux élites de Nantes, bon, qui avait été un échec total, mais sa venue, hein, évidemment, mais ça c'est un autre sujet. Au final, à partir de 14h, alors que la manif était appelée à 18h, on avait le plus gros périmètre d'interdiction de manifestation, vraiment qu'elle est de tout le centre-ville de Nantes, avec des points de blocage. Dès 14h, les policiers filtraient toutes les personnes qui se rendaient au boulot, etc. Ça a exaspéré tout le monde. Il y avait vraiment un dispositif de keuf de malade mental. Et au final, ce dispositif-là, finalement, c'est lui qui a aussi permis de bloquer directement la venue des gens à la Cité des Congrès. Au final, ce que ça représente, c'est 800 personnes qui étaient attendues. Il n'était plus que 150 à venir. Vraiment, gros flop. Et surtout, il y avait une grosse déterre aussi sur la manifestation. On était plus de 1000 personnes pour un événement antifasciste, autogéré, comme on l'a fait avec plein de collectifs. Et il y avait une énergie de dingue dans le truc. Vraiment, on courait partout, les keufs, ça suivait, etc. C'était un banger. Et donc là aussi, on se donne de la force de ouf en voyant qu'on peut se retrouver dans ces moments-là. Donc c'est hyper important d'aller au contact à chaque fois de ces événements qui sont organisés. Au final, on fait le bilan du truc. 150 personnes, il y avait plus de monde à notre journée soirée anti-terrain qu'à leur truc de merde. Donc vraiment, c'était vraiment un grand succès ce truc-là. Et je pense que c'est vraiment du coup à maintenir en fait ce genre de mobilisation. Et aussi, ce qui est ouf, c'est que la soirée de ce terrain, ils ont fait 500 000 balles, je crois. On estime, nous, que le dispositif policier en place a coûté encore plus cher que ça. Et donc, il faut noter aussi que l'État, et le camarade de Tzedek développera la pensée, mais l'État protège activement ces événements-là. Il veut qu'ils aient lieu, il veut pousser l'extrême droite. La préfecture, elle a tout fait pour que ça se maintienne dans l'ordre, la joie, la bonne humeur. Donc voilà, il faut aussi rappeler ça. L'État soutient activement ces projets de merde. Il faut qu'on se batte aussi contre les politiques en place et ces préfectures. Du coup, si je peux ouvrir dans une deuxième partie, au-delà de qu'est-ce qu'on se propose, d'abord à l'échelle plus régionale, pendant les Gilets jaunes, l'imprimerie de Ouest France a été bloquée. C'est genre 200 000 titres papier qui n'ont pas été diffusés. Et ça, il faut penser au fait que ces médias-là, ils ont des studios, ils ont des imprimeries. On a des moyens d'aller vraiment leur poser problème, de couper le flux d'informations. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'on devrait se concentrer. Il y a tout ce truc de oui, machin, on communique et c'est bien. Mais là, vraiment, il faut qu'on s'organise aussi matériellement, concrètement, pour empêcher la diffusion des idées fascistes et d'extrême droite. Donc ouais, pas hésiter à aller bordéliser tous ces trucs, les studios, couper l'électricité, on sait très bien le faire, ça a été fait pendant les manifs des retraites, on invite les camarades à le faire. Je vais rebondir aussi sur l'événement sur le 10 septembre. Ça fait des trucs, je pense que la plupart d'entre vous ont participé aux AG, au point de blocage du 10. On sait que voilà, globalement c'était hyper enthousiasmant, 500 000 personnes. On s'est lancé dans un premier truc, ça va se poursuivre. Moi j'invite vraiment les camarades parisiens parce que voilà, dans l'Ouest, on n'a pas vraiment des médias, on a France 3, Presse Océan et compagnie, mais bon, c'est pas vraiment là où on trouve les milliardaires, ils sont tous à Paris. Donc si vous pouvez ramener aussi cette idée-là dans vos AG, bloquons tout, bloquons ces news, bloquons Frontières, bloquons tous ces cons-là. Il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là et mettre de la déterre là-dessus. Ouais, les périphes c'est cool aussi, mais allons cibler des cibles qui sont à l'intérieur et qui vraiment sont les plus problématiques pour notre camp social. Je prends aussi l'exemple de la Grèce qui est hyper intéressant pendant la période d'austérité. Il y a une chaîne de radio-télé publique. Ils se sont autogérés pendant 2 ans, ils ont dit vas-y nous on arrête. Et pendant 2 ans ils ont fait du journalisme entre eux. Donc s'il y a des camarades journalistes aussi, c'est peut-être des choses à porter. Et on sait là aujourd'hui, la presse privée elle prend énormément de place.
bah, faut s'organiser aussi, faut pousser le truc à fond dans ces espaces-là. Au-delà justement des moyens de production de l'information qu'on peut bloquer, on a un énorme pouvoir de nuisance aussi vis-à-vis de ces milliardaires-là. Ces Gus, alors je vais pas faire d'appel à quoi que ce soit, hein, entendez-moi bien, mais ils ont 2 bras, 2 jambes. Ils se baladent, on sait où ils habitent, on sait genre où ils bossent, etc. Et je fais vraiment pas d'appel, hein, je le répète et tout, genre c'est carré, juste je pense à la mobilisation des camarades des soulèvements de la Terre au Glénord d'aller à sa résidence secondaire. Bah putain, ça doit le faire bien chier quand même. Et on a ces trucs là. Alors West Terrain, il est en Belgique et tout. S'il y a des camarades belges, bah je vous invite aussi à aller voir ce côté là. Mais on peut réfléchir à aussi aller au contact de cette personne. Faut que la peur elle change de camp, clairement. Ils sont genre 150 milliardaires en France, on est des putains de millions. Donc à un moment, genre on a grave ce rapport de force aussi à entretenir vis-à-vis d'eux, physiquement et concrètement. Voilà, je vais m'arrêter là, je rappelle, hein, j'invite personne à faire quoi que ce soit, à qui que ce soit, On voulait aussi faire un petit rappel sur la force des médias indépendants. Nous, on est un média indépendant et on est vraiment persuadés qu'il y a une putain de force dans les médias indépendants, dans les médias qui n'appartiennent pas à ces grands milliardaires. Parce que la place qu'on a et la visibilité qu'on a, c'est pas une visibilité qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas diffusée qu'on n'attrape pas ces médias-là contre notre gré. C'est-à-dire que quand Bolloré a l'entièreté de toutes les chaînes du monde et qu'il a tous les trucs de livres, tout, en fait on en bouffe toute la journée et on fait même pas attention et on n'est même pas au courant qu'on en mange autant. Et là où les médias indépendants ont de la force, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on republie quelque chose d'un média indépendant, à chaque fois qu'on soutient financièrement un média indépendant, c'est quelque chose qu'on choisit de faire. Et nous, ça nous donne de la force, ça nous donne de l'envie de continuer, de pouvoir faire des trucs encore plus grands, etc. On vit beaucoup par nos communautés. Et il faut qu'on impose aussi nos lignes éditoriales sur les réseaux sociaux, il faut qu'on impose nos lignes éditoriales sur la radio, dans la presse écrite, etc. Et si toute petite balle pour Hanouna, mais on a sorti un article il y a un petit bout de temps déjà sur Hanouna et tous les scandales dans lesquels il a été mis. Et on a ressorti des très très vieilles photos vraiment très embarrassantes de Hanouna. Et cette publication a énormément marché parce qu'il ne faut pas oublier la force du ridicule. C'est vraiment des bébés cadomes, quoi. Ils sont hyper ridicules et il faut vraiment foncer là-dessus, foncer sur le ridicule, afficher, toujours dire pourquoi est-ce que c'est vraiment pas des gens bien. Ne pas hésiter à aller chercher dans ces choses-là. Et du coup, pour conclure, je voudrais appuyer le propos de ma camarade sur le fait de soutenir les médias indépendants. Ils ont des milliards, mais on est des millions. Contre-Attaque, par exemple, c'est 600 000 abonnés. Si chaque personne qui nous lit donnait 1 euro, bah voilà les trucs qu'on pourrait faire en vrai. Et en vrai, invertir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'est le schéma de pensée principal. Je trouve qu'on s'excuse de trop souvent dans les partis politiques, peut-être dans les médias, oh là là, il faut être un peu moins radical, il faut être un peu moins machin. Non, c'est à nous aussi genre de pousser à fond nos lignes. Donc je vous invite vraiment à soutenir pas seulement Contre-Attaque, tous les médias indépendants qui font le taf. C'est aussi comme ça que on va l'emporter sur cette victoire idéologique et culturelle. Elle passe par là à fond. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour cette très bonne introduction de propos. En plus, c'est jamais facile de passer en premier. Du coup, à ma droite et à votre gauche, on peut toujours jongler pour dire qu'on est toujours à la gauche de quelqu'un suivant l'angle. Enfin, j'imagine qu'ici c'est le cas, j'ose espérer. Fifi et Paprika, vous allez dans un premier temps du coup nous présenter la campagne Bolloré, expliquer aussi de quoi est-ce que ces milliardaires sont le nom. En gros, on parle quand même de métapolitique, de fascisation qui se nivellent généralement par le haut avec plusieurs choses qui peuvent s'enchevêtrer. Par exemple, le mythe de l'entrepreneur modèle qui s'est fait tout seul, du self-made man. C'est quelque chose qu'on retrouve
qu'on retrouve assez régulièrement chez Stérin. Dans le cadre de Bolloré, c'est différent. On est vraiment sur la caricature du riche héritier qui assume en fait sa radicalisation et l'option fasciste. Et du coup, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis un peu stressé, c'est la première fois que je fais ça, désolé. Alors la campagne Désarmer Bolloré, depuis quand elle a été lancée? Elle a été faite au final après la percée historique du RN pendant les législatives et aux européennes. Et donc l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait après ça, où on va taper, qu'est-ce qu'on va frapper. Et Bolloré nous est apparu comme la personne légitime pour être notre punching ball. Qu'est-ce que c'est Désarmer Bolloré? Du coup, c'est une coalition d'une centaine d'organisations antifascistes, féministes, syndicales, antiracistes, décoloniales et écologistes. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est cool. Cette campagne, elle s'appuie sur deux choses. Alors premièrement, c'est une campagne, donc il y a un groupe d'enquête déjà, qui permet de choper des informations, de savoir qui est Bolloré, qu'est-ce qui lui appartient, qu'est-ce qu'il fait, quel est son projet. Et en fait ça c'est un pied qui est super important parce que au-delà de nous et des milieux militants, il y a énormément de gens qui ne savent pas qui est Bolloré, ne savent pas vraiment quel est son projet. Et donc c'est un point qui est super important, déjà pour ça. Et deuxièmement aussi, ça permet de nourrir les actions, de savoir où on va frapper et qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'idée de cette campagne, du coup, c'est d'ouvrir aussi sur le temps long, donc de pouvoir continuer tout le temps, dès qu'on peut, à faire des actions. Ça peut être des petites actions comme ce qu'il y avait eu avec les relais, notamment. Déposer un marque-page, renverser son café sur un livre, malheureusement. Voilà, parce que Bolloré, avec ses news, c'est quand même, bon, je le rappelle, je pense que tout le monde le sait, mais c'est quand même Zemmour sur un temps d'antenne, des jours et des jours. Et juste, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on se mobilise tous. Et l'idée, c'est de le faire en étant convergents dans les luttes, que tous on s'associe et qu'on réfléchisse ensemble à comment combattre l'extrême droite. Voilà, donc depuis octobre, il y a eu des actions différentes, des actions autonomes, des grosses mobilisations, des sites qui ont été cadenassés, des entreprises. On a aussi, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, on sait où ils habitent aussi, et je crois que XR avait fait une action dans une espèce de villa dans le 16e où il y a énormément de riches. On va en reparler après. Mais voilà, donc il y a plein de moyens de les faire chier en fait. Et comme tu disais, on est des putains de millions et on va pas se laisser faire en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, Bolloré c'est quoi? Bolloré Stérin, c'est premièrement déjà c'est un empire financier, médiatique et industriel. Deuxièmement, c'est un projet métapolitique de fascisation de la société. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. Et c'est évidemment un projet qui est fait par le haut. Donc par le haut, c'est-à-dire que c'est eux qui utilisent un très grand nombre de canaux médiatiques, culturels et associatifs, et qui font avancer leurs espèces de valeurs de merde, fascistes et tout ce qu'on déteste en fait. C'est aussi un réseau d'alliés dans le secteur, autant dans le secteur privé, mais on n'y pense pas, c'est aussi dans le secteur public. Qu'ils ont des alliés, donc l'État aussi accepte et finance le fascisme en fait en quelque sorte. Et à la fin aussi, c'est ce que tu disais très justement aussi, c'est que Bolloré c'est le mythe de l'entrepreneur qui a réussi tout seul, c'est vraiment l'entrepreneur, voilà, la française, un peu un espèce de génie financier français, un champion de l'emploi, etc. Et c'est comme ça aussi que l'État va le défendre. Mais nous, on sait que c'est pas le cas, voilà. Et à la fin, cinquièmement, c'est aussi des personnes physiques, voilà, avec des propriétés, des biens personnels qu'on peut aussi attaquer et qui sont là, quoi. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais laisser la parole à mon camarade.
Yes. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici, merci pour l'invitation et pour l'orga et pour l'animation. Ouais, si on a insisté sur le fait de parler de ces 5 points, c'est que ouais, évidemment, Bolloré, c'est pas juste un septuagénaire breton, financier milliardaire qui a des idées d'extrême droite. Sterrin, c'est pas simplement un entrepreneur fortuné aux idées d'extrême droite. Il y a le rapport coproduit par l'Observatoire des multinationales et Attaque sur Bolloré qui était sorti il y a quelques mois et que vous pouvez trouver gratuitement en ligne et qu'on vous conseille très fortement de lire. Il rappelle que le débat il s'est beaucoup focalisé sur ces figures qui sont certes controversées, mais que se concentrer sur ces figures, ça simplifie énormément ça. Et c'est un premier écueil dans notre lutte parce que si on définit mal nos adversaires politiques, on se condamne à plein d'errances stratégiques. Donc c'est pour ça qu'on voulait rappeler ces 5 points en fait, parce que Sterrin et Bolloré, c'est une métonymie pour ces 5 choses qu'on a rappelées. Du coup, à Désarmer Bolloré, on pense que c'est extrêmement important de s'attaquer à chacun de ces points qui définissent ces fortunes réactionnaires. Mais il est quand même important qu'on hiérarchise nos priorités en pensant à ce qui a le plus d'impact, en pensant à quelles sont nos forces et quelles sont nos prises, et en veillant à chaque fois à ne pas renforcer un de ces points en s'attaquant à un autre. Voilà. Donc je vais commencer par le premier de ces points, c'est l'empire financier, médiatique et industriel. Ici, du coup, je vais essentiellement parler de Bolloré parce qu'on a les camarades de la SCAS qui peuvent parler de Sterrin. Je voudrais commencer par rappeler quelque chose que j'entends beaucoup de personnes qui se trompent encore là-dessus. Beaucoup de personnes croient encore que Bolloré détient encore énormément d'infrastructures portuaires, ferroviaires et routières en Afrique et que son argent il provient essentiellement de ses rentes. En réalité, même s'il est encore présent sur le continent africain et dans le sud-est asiatique via la Socfin, qui est une entreprise d'agroalimentaire néocoloniale avec des pratiques extrêmement brutales, et on pourra en parler, et via le groupe Canal+, et MultiChoice, qui sont 2 géants audiovisuels sur le continent, et il a été contraint en 2024 de revendre ses infrastructures. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a choisi, il a vraiment été contraint, et ça c'est un de ses échecs, et on en reviendra un petit peu sur le point de ce mythe du mec qui réussit tout. Voilà. Ce qui fait que désormais, le Bolloré SE, la holding de Bolloré, 95% de ses effectifs et 77% de son chiffre d'affaires, ça provient du secteur médiatique et du divertissement. Ça correspond à un tournant très important dans sa stratégie, qui se concentre de plus en plus sur ce fameux projet métapolitique de fascisation par le haut, en essayant d'avoir un groupe cohérent, horizontalement, c'est-à-dire présent dans plein de secteurs, qui crée des synergies entre les médias, entre la publicité, entre les industries culturelles, etc. Et c'est aussi cohérent verticalement parce qu'il essaye de contrôler toute la chaîne de valeur de chacun de ces secteurs. Voilà. Mais pour nous, en fait, ça, c'est une magnifique opportunité pour nous qui essayons de résister contre lui. Tout simplement parce que Bolloré, il a commencé à mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qui fait qu'il devient beaucoup plus facile et accessible de l'impacter économiquement. Parce que d'ailleurs le chiffre que j'ai pas cité, c'est que 111% de ses bénéfices, ils proviennent justement des industries médiatiques et culturelles. Parce que le reste, c'est déficitaire en fait. Donc c'est pas le reste qui lui permet de mettre de l'argent dans les médias, etc. et de faire son projet métapolitique. L'argent, il vient des médias. Donc il faut impacter ça, des médias et de l'édition, etc. Voilà. Ça c'est important pour nous que vous le sachiez, et parce que ça vous permettra de comprendre quelle est la stratégie des armées Bolloré pour s'attaquer vraiment financièrement à eux. Donc d'abord il y a certains intérêts pour lui à s'étendre horizontalement et à rechercher des synergies. Ça lui permet de réduire les coûts de ses entreprises, de contrôler le marché de sorte à ce qu'elles dégagent de plus de chiffre d'affaires et de bénéfices, et de compenser les différentes entreprises déficitaires qu'il a par les bénéfices des autres. Mais cela, ça veut aussi dire pour nous que s'attaquer à une seule de ces entreprises ou à un de ces secteurs aura un effet sur les autres, par un effet de réseau et de domino. Le but de ces attaques, c'est d'atteindre le point de bascule où ces entreprises elles vont devenir tellement déficitaires que ça sera plus tenable en fait pour eux. Alors, du coup, comment on fait pour impacter économiquement ces entreprises médiatiques et culturelles ? Évidemment, chaque secteur a son rôle à jouer. Depuis l'intérieur, pour saper l'organisation des entreprises Bolloré, et avec le soutien des personnes extérieures au secteur,
donc de tous, de vous tous et toutes ici présents, des collectifs autonomes, de tous ceux qui ont rejoint l'appel à Désarmer Bolloré. Pour autant, on pense qu'il y a des secteurs qui sont plus facilement impactables que d'autres. Vous avez peut-être pu le constater déjà, la campagne Désarmer Bolloré s'est vachement concentrée sur le monde du livre et donc sur Hachette, le premier groupe éditorial français que Bolloré il a racheté fin 2023. On pense que les particularités de l'économie du livre elles rendent cette cible très pertinente et je parlerai tout simplement aussi plus longuement de cette partie parce que je suis moi-même travailleur de livre. Du coup, si c'est pertinent, c'est parce que même s'il y a une partie des revenus des groupes éditoriaux qui peut se faire grâce aux subsides et aux subventions étatiques, ainsi qu'aux reventes de droits pour le cinéma, etc., et à l'international pour les traductions, cette part elle reste très marginale. Et de toute façon, nous, on n'a pas énormément de prise sur ce point. Le reste et la très grande majorité des revenus de l'édition, elles se font simplement par la vente des livres. Donc c'est pourquoi on pense que le boycott d'Hachette est le levier le plus puissant que l'on a tous pour l'impacter économiquement. Et là, on peut tous faire quelque chose. On peut tous, voilà, juste simplement en tant que lecteur et lectrice, boycotter en choisissant des livres édités par des maisons d'édition indépendantes au lieu de celles d'Hachette. Et je précise et j'insiste sur les maisons d'édition indépendantes, car même si Bolloré est le plus nuisible et le plus virulent de tous ces actionnaires majoritaires réactionnaires dans le monde du livre, il y en a d'autres qui existent, à l'image de Kretinsky, que vous connaissez peut-être. C'est le patron d'Editis, c'est le patron de Marianne aussi, c'est la mouvance Printemps républicain, c'est un adversaire politique. Et c'est le deuxième groupe éditorial français qui possède du coup d'Antoine Gallimard lui-même. Gallimard, tout le monde le connaît. Historiquement et toujours aujourd'hui, il y a eu énormément d'incointance avec l'extrême droite de la part de ce groupe éditorial et de cette maison d'édition. Et également de Vincent Montagne, qui est un catho-intégriste à la tête du 4e plus gros groupe éditorial français, c'est Média Participation, et qui a notamment les éditions du Seuil que vous connaissez peut-être. Et d'ailleurs sur ce point, ce matin, pour envoyer encore un bravo à Mediapart, Mediapart a sorti un article sur Vincent Montagne qu'on vous conseille tous de lire pour vous informer. Voilà, donc on en appelle tous à vous de commencer ce travail, de boycotter. Vous l'avez déjà fait via notamment une campagne qui a eu un certain impact, ça a été celle de l'impression de plusieurs centaines de milliers de marque-pages. Je sais plus le chiffre exact, mais ça c'est dans les 400 ou 500 000. Et je vois qu'il y a une camarade qui est en train d'en montrer. Si vous voulez en récupérer pour aller les utiliser après. L'idée de ces marque-pages, en fait, c'est d'informer tout simplement sur Hachette, sur à quoi ça ressemble, quelles sont les maisons d'édition qui sont ensemble, et d'aller les glisser subrepticement dans les Fnac, dans les relais, pour informer les gens qui ouvrent les livres que ils sont peut-être en train d'acheter, ou ils s'apprêtent peut-être à acheter un livre qui appartient à un fasciste. Voilà. Voilà. Du coup, voilà, ce que vous pouvez faire aussi tout simplement dans votre pratique de consommateur, de lecteur et de lectrice, c'est demander à vos libraires de vous conseiller des livres qui proviennent de maisons d'édition indépendantes. Il y en a beaucoup qui fournissent un travail absolument merveilleux et qui fournissent largement assez de textes de qualité pour une vie entière de lecture très riche et très stimulante sur tous les points et dans tous les domaines. Voilà. Juste pour vous donner encore des prises et pour que vous sachiez ce qu'il faut boycotter, je vais citer quelques-unes parmi les 55 maisons d'édition françaises qui appartiennent à Hachette et parmi les plus importantes du sous. Vous avez les éditions Stock, vous avez les éditions Grasset, vous avez les éditions J.C. Lattès, vous avez Calman Lévy, vous avez Larousse, vous avez les éditions du livre de poche, vous avez Audiolib, même donc les livres audio, vous avez le Routard, vous avez aussi la maison d'édition qui publie Astérix et Obélix. Voilà, tout ça, ça en fait partie. Ensuite, ce travail de boycott, il a été fait par les libraires, malgré les difficultés extrêmes structurelles à le faire, car beaucoup de librairies, enfin même l'extrême majorité si ce n'est toutes, dépendent largement du chiffre d'affaires qu'elles font auprès d'Hachette. Mais pour autant, beaucoup se sont déjà saisis de cette problématique et se sont engagés à réduire leurs achats auprès du groupe éditorial Hachette. Et ça a été à la suite d'une tribune qui a été lancée en même temps que la première salve de marque-page à la fin de l'année dernière et que vous avez peut-être vu et que vous pouvez toujours retrouver sur le site internet de Désarmer Bolloré. Je fais une petite aparté sur l'édition scolaire parce qu'on a aussi une dynamique là-dessus. Bolloré et Hachette, il détient plus de 50% du marché du livre scolaire. C'est énorme. Quand on y rajoute Editis,
Donc le groupe éditorial qui appartient à ce connard de Kretinsky, ça fait 75% du marché scolaire. C'est énorme. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'ingérence fasciste là-dedans. Mais c'est prêt en fait, c'est là. Si jamais il y a un basculement plus important vers le fascisme, on peut être sûr que c'est des manuels scolaires qui vont implanter toutes les idées, d'autant plus les idées de roman national, raciste, etc. dans l'esprit de nos enfants. Enfin moi j'en ai pas, mais des enfants que vous pouvez avoir. Du coup, c'est pourquoi depuis février 2025, en marge d'un congrès de la FSU, il y a des personnels enseignants de la Charente-Maritime qui ont proposé une tribune appelant au boycott des manuels scolaires et des ressources numériques scolaires du groupe Bolloré. La tribune, elle a très bien circulé. Elle a ouvert la discussion sur le risque désormais accru de fascisation des manuels, et elle a également débouché sur des opérations de tractage devant des écoles avec déploiement de banderoles, actions où se sont joints plein d'associations de parents d'élèves. C'est une dynamique qui continue lors de cette rentrée et qui s'adapte en proposant en plus un travail pour informer sur les alternatives indépendantes au manuel d'Hachette et du groupe Editis, qui se concentre aussi désormais sur une sorte de pression sur les financements publics de ces achats, alors que d'ailleurs les manuels scolaires sont une manne financière énorme pour le groupe Hachette. Pour vous donner un exemple, une anecdote qui dit assez bien la chose, les années où il y a un renouvellement du programme scolaire, l'entièreté du marché du livre est en évolution en fait. C'est une manne financière absolument énorme et il faut vraiment impacter ça si on veut les impacter financièrement. Voilà. Et aussi, du coup, on fournit un travail de lien avec les salariés de l'édition scolaire pour les aider dans leurs revendications parce qu'ils en ont, notamment les salariés de chez Hatier qui ont été récemment mobilisés en lutte contre les dégradations de leurs conditions de travail. Donc pour cette rentrée, pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans l'éducation nationale ou qui sont parents d'élèves, vous pouvez participer ou même initier des opérations de tractage et de sensibilisation sur cette question. Vous pouvez trouver du matériel adéquat sur le site de la campagne et on vous invite vraiment à le faire. Enfin, et ça c'est la dernière chose qu'on a lancée, c'est aux auteurs et aux autrices de se saisir de cette question. Ils sont, dans le monde du livre, la seule source de production. Sans elles et sans eux, il n'y a pas de chaîne de valeur. Sans elles et sans eux, Hachette, ils ne peuvent pas faire d'argent. Toute la chaîne est tributaire de leur choix, y compris vous en tant que lecteur et lectrice. Du coup, c'est un pouvoir politique absolument énorme qui est entre leurs mains. Il faut savoir qu'une majorité du chiffre d'affaires du groupe, il se fait par la vente de livres de littérature générale. Et nos auteurs de gauche, on lit vachement plus que les fascistes en fait. Donc si les auteurs de gauche ils partent, c'est une perte d'argent énorme pour Bolloré et ça il faut que tout le monde le comprenne, et avant tout ces auteurs-là. C'est pourquoi on a récemment décidé de lancer une campagne d'interpellation aux auteurs et aux autrices de best-sellers qui, par leur position de pouvoir dans le monde du livre et le fait qu'ils ne sont pas particulièrement précaires, peuvent tout à fait aller vers notre maison d'édition qui ne finance pas le fascisme. S'il vous plaît, faites-le. Vous pouvez retrouver toutes les modalités aussi de cette campagne sur le site internet des Armées Bolloré et le compte Instagram Chère Auteurice. Je voudrais juste faire une petite aparté sur le fait qu'il y a plein de gens qui ont souligné l'inutilité du boycott parce que ça serait trop compliqué de leur faire perdre de l'argent. Je répondrai avec 3 preuves du contraire. Premièrement, pour la première fois depuis 15 ans, Fayard, qui a donc été transformé, qui appartient à Bolloré et qui a été transformé par Bolloré en une maison d'édition vraiment complètement fasciste. On a cité Bardella, il y a Sonia Mabrouk qui dirige une collection désormais là-bas, Philippe de Villiers, enfin vraiment toutes les chapelles de l'extrême droite, tout le monde y passe, c'est vraiment leur maison maintenant, ils sont à l'aise. Et pour la première fois depuis 15 ans, ils sont déficitaires. Et ça, encore une fois, c'est parce que les fachos, ils achètent pas de livres en fait, tout simplement, ils lisent pas. Voilà. Du coup, Fayard, il dépend désormais des bénéfices qui sont faits par les livres des auteurs progressistes et de gauche que nous on aime. Voilà. Donc faut les interpeller, il faut leur dire. C'est pas une responsabilité morale, absolument pas, pour elles et eux de faire ce choix, c'est une responsabilité stratégique et politique. Parce que je vais pas rappeler la conjecture politique dans laquelle on est, c'est urgent de faire ces choix. Voilà. Et la deuxième et troisième preuve par rapport à la pertinence du boycott, ça a été 2 communiqués qui ont été écrits. Le premier par le CSE des employés d'Hachette, qui est sorti il y a quelques mois, et le deuxième par l'héritière et actionnaire minoritaire des éditions Kalman Levy, qui fait partie du groupe. Dans les 2 cas, ces personnes elles ont exprimé leur désaccord avec le virage idéologique d'Hachette Livre et l'ont notamment justifié par leur forte crainte des impacts qu'un boycott aurait sur leur vente.
Donc je vous le demande, quelle meilleure preuve de la pertinence du boycott que d'entendre publiquement des employés et des propriétaires de ces entreprises visées qui en expriment leurs craintes. Voilà, donc le boycott, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pertinent pour s'attaquer à eux. Voilà. Donc il faut absolument qu'on s'engage tous dans ce boycott, au-delà vraiment des fascistes de Fayard. C'est un boycott économique qui peut marcher et puis qui peut vraiment créer ce point de bascule pour rendre vraiment tout Hachette déficitaire, et c'est vraiment une grosse partie de la holding Bolloré des Armées. Au-delà du boycott, il y a d'autres façons de s'attaquer à Hachette en impactant directement la chaîne de valeur. Hachette possède les relais, donc les magasins qu'il y a dans les gares, qui vendent notamment des magazines fascistes toujours, des livres fascistes toujours. S'attaquer à ces enseignes, comme cela ça a déjà été fait pendant les journées décentralisées de janvier 2025, ça a un impact énorme économiquement et aussi un impact médiatique. Voilà. Et donc il faut continuer en fait. Ce qui fait que tout simplement, quand on va prendre le train chacun pour aller voir sa famille ou je ne sais où pour partir en vacances, on passe dans un relais, on fout vite fait le sbul dans un relais, c'est très facile à faire, on prend un café là-bas, le camarade l'a dit, hop on le renverse sur des livres, c'est tout simple. Des petites boules puantes, il y a vraiment des choses simples à faire, je suis sûr que vous serez créatifs. Voilà. Il y a aussi la distribution qui est le nerf de la guerre dans le monde du livre. Ce sont les entreprises de logistique en gros qui stockent et qui déplacent les livres vers les points de vente. Hachette possède la plus grosse et la plus efficace société de distribution du livre en France, qui s'appelle tout simplement Hachette Distribution. Et leur plus gros centre, elle est dans le 77, elle est à Morpasse, c'est pas très loin, et vous pouvez vous assurer, ça n'a pas été fait pour l'instant, mais qu'un jour on va y aller les embêter, on vous invitera à venir avec nous, et on vous invite tout simplement à faire de même si vous le souhaitez. Voilà. Je vais parler un petit peu des autres secteurs, même si pour l'instant il y a un petit peu moins d'initiatives. Dans le secteur du spectacle et de la musique, Bolloré il détient plusieurs salles de spectacle à Paris, comme l'Olympia, notamment le Casino de Paris et les Folies Bergères. Ça c'est des prises concrètes parce que c'est des lieux qui sont accessibles pour le sabotage, pour le blocage. Ça en fait des cibles pertinentes. En fin d'année dernière, l'Assemblée Générale des Actionnaires de Vivendi, elle s'était précisément tenue aux Folies Bergères, que des manifestants ils avaient tenté d'envahir à l'appel de l'interorganisation derrière des armées Bolloré. Bien sûr, comme pour les Nuits du bien commun, il y avait un dispositif policier absolument excessif qui nous avait empêchés d'arriver à destination. Mais en fait, on avait ainsi gagné l'espace médiatique et on avait montré une fois de plus justement cette collusion entre Bolloré et les fascistes du gouvernement et les fascistes de l'intérieur. Il y a quelques mois, c'était au Casino de Paris qui a été prêté à personne d'autre que Pierre-Édouard Stérin pour l'organisation d'un grand row sur l'Union des droites qui ont rassemblé un large camp réactionnaire, notamment des politiciens des partis Le Pénistes, Zemmouristes et des Républicains. Et le 4 décembre, il y a les Nuits du bien commun, donc les fameuses conneries de Stérin. Et cette fois-ci, elle se passe aux Folies Bergères, donc encore propriété de Bolloré. Donc là, on est sur un joli combo de réactionnaires. Et il y a déjà des choses de prévues. Si vous voulez vous y ajouter, vous pouvez contacter la campagne des armées Bolloré pour en parler. Et une des choses qui est prévue, c'est une contre-soirée. Parce qu'en plus, ce connard, il récupère quand même notre mot de commun. Donc c'est à nous de le reprendre. Et cette soirée, elle va être l'opportunité de faire des levées de fonds pour les médias indépendants. Qu'est-ce que je disais Excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'imprimer, c'est sur un ordi, du coup c'est... Voilà, et du coup, par rapport aux médias et à la publicité, la mainmise sur les médias par Bolloré, elle est très évidente et elle est très complexe. On reviendra sur ce qu'on pouvait faire contre les idées qu'il propage dans la partie un peu métapolitique des actions, mais il y a également un grand nombre d'actions possibles pour les impacter économiquement. Le plus pertinent et efficace jusque ça a été la campagne de Sleeping Giants qui contacte les annonceurs qui sont sous contrat avec les différentes chaînes télé et radio de Bolloré. Et leur but, c'est de foutre la pression pour qu'ils rompent leur contrat et faire donc perdre à Bolloré les incroyables rentes que constituent les annonces publicitaires. Bolloré, il a aussi Canal+, donc c'est énormément de production dans le cinéma.
Jusque-là, le cinéma est resté plutôt silencieux par rapport à ça, mais évidemment, il y a des choses à faire et on attend qu'elles soient faites et on sera tout à fait là dans la campagne des armées Bolloré pour soutenir ce genre d'action. Il y a des choses très simples à en penser, pourquoi pas des grèves des techniciens sur les films produits par Canal+. Si certains d'entre vous sont intermittents et intermittentes dans le cinéma, à bon entendeur. Voilà, tout ça pour dire, la campagne Bolloré, elle est loin d'être finie, il y a encore plein d'actions à mener, plein d'idées qui attendent d'émerger, plein de liens avec les secteurs concernés qui n'ont pas encore été faits. On invite à un large front contre l'emprise mortifère de son empire. Plusieurs centaines d'actions contre le groupe ont déjà été menées depuis le début de la campagne. Certaines étaient des petites actions de résistance qui existaient déjà et pour laquelle la campagne a pu offrir une chambre d'écho. On ne doute pas qu'il y aura encore des centaines qui auront encore lieu, et leur multiplication, c'est précisément ce qui pourra amener au point de bascule et au démantèlement de l'Empire Bolloré. Sur la question du... je suis un peu long là ou pas, ça va encore? Ouais. Ok, merci. Voilà. Vous permettez que je boive un petit coup? Les points suivants, ils sont plus courts de toute façon. Le deuxième point, c'était le projet métapolitique de fascisation par le haut de Bolloré. Il y a eu un livre l'année dernière de Vincent Tibéri qui a rappelé qu'en fait cette idée qu'il y a une fascisation de la société, elle est assez fausse. Globalement, la contre-hégémonie de gauche, elle se fait en fait. Les idées, elles sont de plus en plus progressistes ici, en fait, du côté du peuple. Donc il y a vraiment des tentatives de fascisation par le haut. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ce projet métapolitique, il est insidieux et extrêmement efficace. Il permet de faire avancer les idées d'extrême droite sans avoir de militants de terrain. Moi, juste pour exemple, je viens de Dordogne. Juste avant les législatives anticipées de 2024, je suis allé là-bas pour militer. La Dordogne, c'est historiquement un département qui vote extrêmement à gauche. En 2017, c'était celle qui avait voté le plus à gauche avec la Seine-Saint-Denis. Là, en 2024, sur 4 circonscriptions, il y en a 3 qui sont passées au RN. Et pourtant, quand j'y étais sur le terrain à essayer de militer, il n'y avait aucun militant d'extrême droite sur le terrain. Au point où il n'y avait même pas d'affichage sur les affiches officielles des élections. Donc ça, en fait, ça veut dire à quel point CNews, tous ces médias, ils fonctionnent en fait. Donc contre cela, nous ici on pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'aucun effort. Il faut qu'on soutienne toutes les initiatives qui portent les valeurs de notre camp politique et être absolument intraitable sur le fait de n'oublier aucune lutte. Chaque oubli, chaque manquement dans notre solidarité, que ce soit auprès des minorités de genre, auprès des sans-papiers, des personnes non blanches, auprès des victimes de la classe sociale, tout ça c'est autant de prises pour nos adversaires politiques pour nous diviser, et cette division c'est précisément le terreau sur lequel poussent très bien les idées d'extrême droite. Donc on doit rester unis, on doit être sur toutes les luttes. Sur ces différentes en pratique initiatives métapolitiques pour combattre le projet métapolitique de Bolloré, il y a eu plusieurs choses. Mon truc qui a bugué. Il y a eu notamment un collectif d'éditeurs et d'éditrices, j'ai le livre ici, qui s'appelle Déborder Bolloré. C'est assez nouveau dans le monde du livre parce que c'est la première fois qu'il y a une coalition de plus de 120 éditeurs qui choisissent de publier un livre, de mutualiser les coûts. C'est une nouvelle façon en fait de penser les manières de faire le livre. C'était des tirages à 10 000 exemplaires pour 80 sur ces 120 ou même 90 sur ces 120 maisons d'édition. C'est des chiffres qu'ils ne pouvaient pas du tout faire. En fait, ils ont tous mis juste 40 € pour pouvoir publier ce livre. On a donné un livre qui est vraiment là avec des prises d'action sur le truc. Donc ça c'est des initiatives qui permettent de contrer ces projets métapolitiques. Bien sûr, il faut soutenir tous les discours progressistes dans les livres, dans les médias indépendants, etc. Toute parole qui contredit et réfute celle de l'extrême droite, elle est bonne à prendre dans cette bataille. Mais elles ne doivent pas rentrer en contradiction avec le premier objectif, la première définition des groupes Bolloré etc. C'est-à-dire que ces paroles, elles ne devraient pas avoir lieu en partenariat avec leur entreprise. Écrire contre les idées du fascisme est utile pour lutter contre ce projet métapolitique, mais se faire publier dans une maison d'édition appartement à Hachette, ça c'est un écueil. Ça renforce son empire et ça délaye encore les solutions à trouver pour réorienter les économies médiatiques vers des entreprises qui sont indépendantes de ces groupes réactionnaires. Du coup, faire ce choix conscient, ça nous permet
non seulement de ralentir la fascisation en cours de la société, mais ça nous permet aussi de renforcer les structures qui sont déjà là et qui pourront résister dans l'éventualité très possible d'un basculement encore plus important d'un fascisme très virulent. Voilà, bien sûr, ça nous l'a été souligné, ça c'est pas absolument possible pour tous et toutes, mais ça, il faut absolument que ça soit fait à chaque fois que c'est possible. Aussi sur les questions de métapolitique, vous connaissez tous peut-être le concept de la fenêtre d'Overton, qu'il faut tirer dans notre sens pour rendre hégémonique en fait nos valeurs dans notre camp politique. Et pour ça, il y a eu pendant beaucoup et longtemps, et ça continue d'exister, les actions d'agiprop, d'agitation propagande, qui servent vraiment à occuper l'espace médiatique. Nous ici, on pense que c'est important, mais on pense aussi que cette stratégie, elle commence à faire un peu moins ses preuves, tout simplement parce que les médias mainstream s'en lassent. C'est beaucoup plus en plus difficile avec ces actions d'occuper l'espace médiatique comme ça. Donc ces actions, elles sont pas inutiles, mais il faut absolument les penser en combinant avec cette idée d'impacter économiquement. C'est-à-dire qu'on peut être très médiatique, et ça peut être vraiment des actions d'agitation et de propagande quand on bloque l'économie de ces groupes. Voilà. Évidemment, il faut soutenir les médias alliés que sont Contre-Attaque, et vous en connaissez évidemment plein d'autres. Je souligne juste là comme ça, les grands groupes, ils ont donné une certaine habitude que voilà, l'accès à l'information, elle peut être gratuite à travers la télé, etc. Et ben en fait, ouais, des fois il faut donner un petit peu d'argent pour que ça puisse exister, ces choses-là. Donc si on peut, au lieu, une fois dans le mois, d'aller une fois de plus à une soirée, on va boire 4 verres, et on sort le soir et on se dit putain, elle était vraiment pas utile, et ben les 25 € qu'on a dépensés dans la soirée, parce qu'à Paris la bière elle est chère, ou ailleurs aussi, et ben on les met dans un média indépendant en fait. Voilà, ça a de l'impact énorme. Voilà. Troisièmement, le réseau d'alliés institutionnels et publics. Bolloré, Sterrin, ils ont un réseau énorme d'alliés politiques et institutionnels. Il n'y a pas 2 semaines qui passent sans que Mediapart nous raconte le déjeuner qui s'est passé entre Retailleau et Bolloré, etc. etc., etc. Là, il y a un rôle absolu des journalistes à révéler tout ça, tout simplement parce que ces gens, Bolloré, Sterrin, ils ont peur que leur agissement ils se voient. Il faut constamment les révéler, il faut les mettre devant leurs contradictions, il faut révéler ça en permanence. C'est ça qui permet de construire des dynamiques qui vont dans notre sens. Ça aussi, pour ça, du coup, je répète qu'il y a un groupe enquête dans des armées Bolloré qui fournit un travail qui certes ne remplace pas celui des journalistes, mais qui a fait un travail vraiment important, notamment sur la question du sexisme dans les médias Bolloré, sur l'emprise de Bolloré à la Socfin et... Oui. Ok. Bref, donc je vais aller un peu plus vite là-dessus, mais voilà, il y a cette chose-là. Après, 4e point, c'est le mythe. C'est le mythe de l'entrepreneur qui réussit tout. C'est le mythe de celui qui crée de l'emploi pour la France. C'est le mythe de tout ça. Je vous conseille vraiment là-dessus de relire le rapport d'Attaque et de l'Observatoire des multinationales qui prouve que, en fait, l'histoire de Bolloré, sa carrière de Bolloré, elle est constellée d'échecs. Et donc il faut continuer à défoncer ça et défoncer ce mythe parce que c'est comme ça qu'il continue à exister. Et c'est comme ça qu'il continue justement à être soutenu par les institutions. Enfin, c'est une personne physique et c'est des propriétés. Et ça, les camarades de la SCAS, ils l'ont rappelé. On a attaqué avec une flottille et une armada, je crois que c'était 50 bateaux, malgré une interdiction de la préfecture maritime qui avait prévu une amende de 50 000 € pour regroupement en mer. Il y a quand même 50 bateaux qui sont allés en mer pour attaquer les Glénans. Île privée de Bolloré, gardé notamment par Calqueret de Valunier, un bon fasciste que l'on connaît bien. Et donc ça, il faut continuer ça. Mon camarade a appelé aussi XR qui sont allés à la Villa Montmorency, donc cette espèce de ghetto de riches dans le 16e, ultra sécurisé, etc. Où justement se passent toutes ces réunions Retailleau, Bolloré, etc. Voilà. Je voudrais juste finir pour dire que... Pour paraphraser Ségolène Royal, il y a des colères saines.
La haine des grandes fortunes, c'est un affect ultra pertinent à mobiliser pour créer une conscience de classe et initier la mobilisation. Voilà. La haine des milliardaires, elle est importante. Il faut l'entretenir. Et ça, c'est une des intentions de la campagne des armées Bolloré et de l'ASCAS. On entretient ça. Voilà, il faut les haïr. Et il faut faire un dernier du coup lien avec le mouvement du 10 septembre, ce que disait le camarade de contre-attaque sur le blocage de CNews, etc. C'est extrêmement pertinent parce que justement, comme on l'a dit, Bolloré il parle dans l'oreille de Macron, de Retailleau, de tous ces gens-là en fait. Si on les fait chier économiquement, eh ben, peut-être qu'on aura des concessions. Donc voilà, on rentre là dans une période de grosse mobilisation et de gros mouvements sociaux. Donc pensons à attaquer aussi ces cibles qui sont extrêmement pertinentes. Et je laisse la parole. Merci. Et du coup, si vous voulez rejoindre la campagne des armées Bolloré, on a un compte Signal qui s'appelle georgette.666 et aussi il y a le compte Instagram campagne Bolloré. Et pour terminer, je dirais aussi que ce serait bien de mettre aussi la pression sur nos élus pour qu'il y ait enfin des lois qui permettent d'éviter la concentration des médias. Et je pense qu'il faut aller taper là-dessus aussi. Voilà, j'ai terminé. Alors, tu l'as dit, tu l'as dit un petit peu dans ta conclusion, en fait, dans l'intro, un petit peu avant ta conclusion. Ce qui permet aussi quand même à Bolloré et Estérin d'être là, c'est aussi concrètement l'État, disons-le directement. Je vais être la personne la moins originale possible en disant que le fascisme est en réalité déjà là. En tout cas, tout l'arsenal répressif, tout l'arsenal idéologique qui se matérialise notamment actuellement avec un soutien inconditionnel, un génocide, avec une politique islamophobe qui s'affirme de plus en plus, avec une xénophobie d'État, finalement, est déjà présente. Et il y a une absence de régulation totale, donc on retrouve très régulièrement au fil de l'histoire, dans des périodes de crise, avec une montée de l'autoritarisme dans des démocraties libérales, et aussi en fait finalement des pouvoirs qui sont fragilisés, donc qui tendent vers de plus en plus de répression et l'envie en fait de mater les peuples. Excusez-moi. Et du coup je vais donner la parole à Simon pour voir de quoi Estérin et Bolloré, pour aller frapper contre le fascisme avec Estérin et Bolloré, et essayer peut-être d'élargir l'horizon encore plus large dans les cibles qu'on va avoir. Si c'est ça dont tu vas parler, je ne sais pas. Ouais, à peu près. Bonjour à tous. J'espère qu'il vous reste encore un petit peu de force pour la fin de la table ronde. Effectivement, on n'est pas face à deux anecdotes économiques, on comprend bien, mais on fait face à une recomposition. C'est-à-dire que Bolloré et Estérin, c'est des noms, mais derrière ces noms, il y a, comme les camarades ont pu le développer, il y a des architectures logistiques, médiatiques, politiques, financières. Et ces architectures, évidemment, elles ne tombent pas du ciel, mais elles s'inscrivent dans le capitalisme contemporain et dans des rapports sociaux, notamment impérialistes, de domination nord-sud, qui tiennent encore pour l'essentiel à l'État-nation. Et l'intervention que j'avais préparée tenait à peu près en 3 parties. La première partie, mais les camarades ont déjà beaucoup développé, donc je vais passer très rapidement dessus, je vais essayer de ne pas être trop long. C'était de se poser la question de ce que représente un peu concrètement Bolloré et Estérin aujourd'hui, matériellement et idéologiquement. La deuxième partie, c'est pourquoi l'État est le champ décisif de la lutte aujourd'hui dans la conjoncture et pourquoi il faut prioriser cette bataille sans abandonner pour autant les formes d'action plus directes. Et c'est peut-être un point de débat et un point de discussion qu'on pourra avoir avec les camarades présents à côté de moi. Et dernière partie, quelle implication stratégique on peut en tirer ici et maintenant en France au regard de la montée, de la fascisation qui est en cours et de la possibilité d'un basculement historique, politique, matériel que Walter Benjamin, le philosophe, nous demande d'empêcher en tirant le frein d'urgence, pour le paraphraser. Donc bon, le camarade a beaucoup développé sur Bolloré, sur son empire logistique, son empire médiatique. Je vais juste dire une phrase, c'est que c'est pas seulement un milliardaire, Bolloré, qui possède des titres, des maisons d'édition, des médias, etc. Mais c'est un acteur qui, à partir de ses possessions, tente d'organiser un écosystème médiatique capable de normaliser des positions autoritaires. C'est ça ce qui est en train de se passer avec Bolloré. Pierre-Édouard Estérin, pour dire 2 mots sur lui, il a choisi une stratégie qui est complémentaire, qui est différente mais qui est complémentaire.
il a moins d'empire logistique, ce terrain, mais il est beaucoup plus dans l'intervention effectivement métapolitique, comme tu as pu le développer. Vous connaissez son projet Périclès, qui a été un petit peu médiatisé dernièrement à ce terrain, et qui prévoit d'investir des gros montants d'argent, même s'il est beaucoup moins riche que les autres, ce terrain, parce qu'il n'a que 1 milliard d'euros. C'est un peu un plouc par rapport aux autres. Mais voilà, il veut investir beaucoup d'argent pour développer des think tanks, des écoles de formation politique, des campagnes, des réservoirs de candidatures locales pour la droite conservatrice et pour l'extrême droite. Et c'est pas une mince affaire, c'est un plan qui est déclaré avec des objectifs très précis d'implantation municipale, de formation de cadres et d'assises idéologiques durables. Donc on a une combinaison qui est un peu claire en fait avec Bolloré et Sterrin finalement. Bolloré maîtrise la distribution et la visibilité, et Sterrin travaille à produire des cadres et des idées. Et voilà, on a d'un côté la chaîne logistique, les médias, de l'autre l'appareil de reproduction idéologique que cette classe a besoin pour maintenir sa domination de classe. Ces deux pôles, ils convergent vers un même but, c'est reconfigurer l'hégémonie culturelle et installer des relais politiques stables. Petite précision, c'est pas des cas isolés, Bolloré et Sterrin, on pourrait avoir tendance à se le dire parce qu'on axe un peu sur ces deux noms-là, mais il y a d'autres grandes fortunes françaises, et d'ailleurs beaucoup plus riches que Bolloré et Sterrin, françaises ou internationales, ou d'autres pays, qui financent à différents degrés des projets ou des médias qui démultiplient la même sensibilité politique. C'est donc un mouvement de conjonction et c'est pas un caprice de Bolloré et Sterrin. Et tout ça, c'est ce qui initie et accompagne ce qu'on décrit comme fascisation, c'est-à-dire le fait de préparer la société à un basculement qui en fait n'est pas tant un événement qui à un moment donné va arriver, on va basculer dans le fascisme, mais la bascule, on est dedans. En fait, c'est un processus. Pour reparaphraser Walter Benjamin, la catastrophe, c'est pas quelque chose qui va arriver. La catastrophe, c'est que les choses elles continuent d'être ainsi, et qu'il n'y ait pas de rupture par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est pareil avec la fascisation, c'est un processus. Voilà, donc dire fascisme, à partir de là, c'est évidemment pas un cri moral sans méthode. On peut en saisir un peu la logique. Il y a une hyper-brutalité économique qu'on voit actuellement. Il y a une militarisation et un recours à la force en politique intérieure et extérieure, les deux, l'armée, la police. Et surtout, il y a une transformation du régime de vérité. Donc, tu as développé sur ce que Bolloré fait avec ses médias, mais c'est ce que Gramsci en fait appelle la guerre d'opposition, la bataille pour le sens commun. Et ici, les résultats, ils sont très très concrets. Le technofascisme contemporain, quand on passe à la place des GAFA, etc., c'est quoi? C'est la capacité technique de surveillance et de contrôle, les big data, les algorithmes de distribution, etc., etc. C'est la production idéologique, les médias qui normalisent la haine, les think tanks qui fabriquent les énoncés acceptables, la fameuse fenêtre d'Oberton. Et c'est la capture des instruments de l'État, la police, la diplomatie, les marchés publics. On a parlé de la fortune de Bolloré en Afrique. Pour que Bolloré puisse s'installer et s'imposer en Afrique, faut qu'il y ait un État français qui va négocier avec les États post-coloniaux des contrats qui après vont aller à Bolloré. Donc la diplomatie est ici très très importante. Donc capture des instruments de l'État pour sécuriser l'accumulation et la reproduction du capital. En Afrique, le modèle de Bolloré, il a mêlé extraction, concession et influence étatique. Ça a déjà été dit, donc je l'avais écrit, mais je ne vais pas... voilà. Ce qui rythme aujourd'hui ce processus, et qui le rend particulièrement dangereux, c'est que c'est pas une simple montée de l'extrême droite qu'on est en train de vivre aujourd'hui, comme un événement électoral isolé. C'est une recomposition systémique où le capital, l'appareil culturel de reproduction idéologique et l'État convergent. Et ces convergences, elles produisent une capacité de nuisance et de remodelage des institutions qui est bien supérieure à l'effet d'une simple campagne électorale d'un parti d'extrême droite. Et donc de ce point de vue-là, j'en viens un peu au cœur de mon intervention, c'est l'État comme terrain et enjeu d'intervention prioritaire. Il y a une intuition un peu qu'on a beaucoup dans le milieu militant, c'est que frapper des symboles, des plateaux télé, des inaugurations de centres, des contre-manifs, etc., ça fait du bruit, c'est vrai, et ça fait du bien, c'est vrai aussi. Et donc oui, effectivement, il faut taper, il faut exposer et il faut dénoncer. Mais, et c'est peut-être aussi un autre point de débat qu'on peut avoir, si on se contente de ce registre-là, on risque de retomber dans une écueil politique classique
qui est que on va considérer les effets symboliques de ces actions comme suffisants. Et sans action sur l'État, moi mon hypothèse, c'est que ces attaques-là, elles resteront des coups d'éclat, mais sans capacité transformative. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'État, il garantit directement et indirectement, il garantit la reproduction du capital sur lequel s'appuie Bolloré et Sterrin, avec les institutions, son régime de loi, l'organisation du marché du travail, etc., etc. Il fait la loi qui permet ou interdit certaines concentrations économiques, et je te rejoins totalement sur ce que tu as dit, effectivement, à la fin de ton intervention. Il signe par accord, par délégation de services publics, par diplomatie économique, les marchés qui structurent les rentes de ces capitalistes. Concessions portuaires, contrats d'infrastructure, etc. Il assure la force, évidemment, la police, l'armée, les violences policières, l'autonomisation de la police quand même, et la politisation de la police qu'on est en train de voir depuis à peu près une dizaine d'années est absolument effrayante de ce point de vue-là. Et enfin, il offre la légitimation symbolique, c'est-à-dire les nominations, les décorations, l'accès aux lieux de pouvoir, voilà. Et donc d'autre part, ça c'était d'une part, d'autre part, pour aller au bout de leur projet, Sterrin, Bolloré et compagnie, ils ont aussi besoin de capturer, de transformer l'État. Pas seulement de l'utiliser comme un outil extérieur au rapport de force politique. L'État, en fait, il ne faut pas le voir que comme un instrument de la classe capitaliste, qu'ils vont utiliser pour leurs intérêts, mais c'est en lui-même une condensation des rapports sociaux et du rapport de force politique. Et donc c'est un terrain de la lutte de classe en tant que tel. Et la relation entre les capitalistes et l'État, elle est du coup pas seulement instrumentale, elle est beaucoup plus ambivalente que ça. Ce serait presque une relation de dépendance, c'est-à-dire que les capitalistes ont besoin de l'État, d'accord ? Et de ce point de vue-là, du coup, l'État, c'est pas juste un enjeu, c'est un enjeu direct, non seulement évidemment de la lutte de classe, de la lutte politique, mais c'est un enjeu direct de l'intervention dans cette lutte de classe. On a besoin d'investir l'État, et parce que investir l'État, ça a des retombées directes sur les conditions dans lesquelles on mène notre lutte contre les capitalistes, Bolloré, Sterrin et compagnie. Donc voilà, ça ne signifie pas évidemment qu'il faille renoncer aux actions plus radicales de lutte directe, évidemment. Mais il y a une logique de complémentarité, je pense, et une logique de priorité. On ne peut pas se limiter à taper sur des hommes quand les institutions continuent de leur ouvrir les portes, de lâcher des marchés et d'assurer l'impunité. La combinaison tactique doit donc être de exposer, publiciser, mais aussi construire des leviers de lutte plus institutionnels qui rendent l'enrichissement et l'impunité plus coûteux. Et donc, plus concrètement maintenant, à partir de ça, chaque conjoncture, on sait, a ses chances et a ses erreurs. Et l'histoire, de ce point de vue-là, elle nous donne des leçons assez douloureuses. En Allemagne, dans les années 30, la fragilité des blocs démocratiques, la collusion d'une droite libérale effrayée par la gauche, a favorisé l'ascension des nazis. Les historiens le rappellent quand même souvent, il n'y a pas d'autochtonie entre guillemets du fascisme, mais il s'enracine dans des complicités et des renoncements du centre. Et Johan Chapoutot, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est très bien, il le formule un peu crûment, il dit c'est souvent des libéraux qui ouvrent la porte aux fascistes, aux nazis, comme ça a été le cas dans l'Allemagne des années 30. Et cette leçon-là, elle vaut beaucoup pour nous, ça aura échappé à personne. Quand on voit la scène politique aujourd'hui, on voit bien comment l'extrême centre aujourd'hui est non seulement le marchepied, si on veut, je veux bien, mais c'est ceux qui vont faire rentrer, qui vont volontairement faire rentrer l'extrême droite au pouvoir. Et dans la situation française actuelle, il se trouve qu'il existe une force politique de masse qui est identifiable, qui est structurée et qui est électoralement crédible. Et il se trouve que cette force politique, elle s'appelle la France Insoumise. Et certes, c'est pas un parti révolutionnaire, on est d'accord, la France Insoumise. C'est pas un grand parti anti-impérialiste, on est d'accord. Et de ce fait-là, c'est pas notre horizon total à nous. Mais elle est l'acteur qui, aujourd'hui, a la capacité pratique, contrairement à nous, malheureusement, de mettre en crise la continuité du centre et de l'empêcher de passer des arrangements institutionnels avec la droite radicale. Donc ça c'est un. Et deux, la France Insoumise, bien qu'elle ne soit pas le grand parti des travailleurs et du futur gouvernement ouvrier et paysan, elle cristallise de par son programme
son programme pris à partir de la conjoncture actuelle, elle cristallise une rupture de gauche, et non seulement une rupture de gauche, mais une ligne de classe. Il y a une ligne de classe qui se cristallise dans cette rupture qui est incarnée par ce programme. Parce que face à la politique de l'hypercentre et de l'extrême droite, c'est pareil, et ben, cette rupture-là fait qu'il y a une ligne vraiment d'intérêt de classe qui se cristallise à partir des propositions et des interventions. J'ai parlé du programme, mais c'est aussi la manière dont ils interviennent. La France Insoumise, et je prie pour que ça continue, mais ils interviennent sur Gaza, sur les violences policières, sur l'islamophobie, sur la question de l'hyper-brutalité sociale. Franchement, en tant que député, bah, ils font le taf, il faut le reconnaître, il faut les soutenir dans ça, parce qu'on a besoin qu'ils mènent ce combat-là. On a besoin que nos luttes sociales elles continuent à avoir un débouché politique. Et on n'est pas dans une période où on peut avoir le luxe de se passer de ça. C'est surtout ça en fait que j'aimerais transmettre. Donc c'est une donnée qui est objective de la conjoncture politique, l'existence d'un pôle massif de rupture, d'une digue en fait, hein, c'est une digue qui permet de freiner un petit peu, on en revient à le frein d'urgence, bah, ça permet de freiner les avancées de l'extrême droite aujourd'hui. Et toute la stratégie de Bolloré, etc. Et on voit bien d'ailleurs dans la couverture médiatique de la France Insoumise qu'ils le rendent quand même très bien. Et c'est aussi la question, en fait, j'ai peut-être un petit point de... Non, c'est pas un point de désaccord, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est que Bolloré et Sterrin, et ce qu'ils représentent, il y a quand même... Et c'est ça qui est terrible, mais c'est qu'il y a une partie importante, à mon avis très significative, de notre classe. Il y a une partie importante du peuple qui, au mieux, ne voit absolument pas forcément le problème avec Bolloré et Sterrin, au pire, adhère, dans une certaine, enfin plus ou moins, adhère à ces idées-là. Et comment ça se fait que Bolloré et Sterrin, aujourd'hui, arrivent à capter des affects aussi massivement? Et c'est parce que, précisément, on parle d'affects qui sont blessés. C'est des affects qui sont blessés par l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est la France d'en dessous, la France d'en bas, en fait. C'est les classes de population qui se prennent en pleine face la peur du déclassement, la précarité, la pauvreté qui augmente. Bah, ça ouvre un boulevard, en fait, pour des visions, des lectures que sont celles qui sont propagées par Bolloré et Sterrin. C'est vrai en France, mais regardez en Angleterre ce qui s'est passé, je crois que c'était hier, regardez ce qui se passe aux États-Unis, etc. On voit que c'est pas juste des gens dans leur coin, des grands bourgeois dans leur coin, non. Malgré le fait qu'ils soient des grands bourgeois, ils arrivent quand même à capter une part importante de notre propre classe. Et là, il y a quand même, en tant que révolutionnaire, un enjeu, en tout cas un sujet de réflexion très important qui se pose. Et la question de la France Insoumise, c'est que c'est, à mon avis, un outil qui peut aussi nous permettre d'aller chercher un peu plus massivement les gens. Voilà. Et bon, moi souvent quand je parle avec des camarades, des militants, voilà, d'autres organisations, il y a quand même souvent les gens qui disent mais oui, on est d'accord, il faut soutenir la France Insoumise dans son combat pour les députés, mais le problème c'est qu'il y a une limite à ça en fait, c'est pas juste soutenir de l'extérieur, c'est pas juste afficher un soutien. À un moment donné, il y a des échéances qui arrivent. La France Insoumise, c'est un parti électoral. C'est plus qu'un parti électoral, c'est un parti... L'électoralisme, c'est sa raison d'être. C'est un parti qui est là pour faire élire Jean-Luc Mélenchon, on va pas se mentir. Et c'est très bien, donc je suis très content de ça. Mais il y a des campagnes à mener. Là, en 2026, il y a quoi? Il y a les campagnes municipales. Ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut aller faire du porte-à-porte, il y a des réunions de groupes d'action qui essayent d'élargir, de travailler une implantation locale. Il y a en fait, c'est ça, renforcer le levier LFI dans notre stratégie à nous. Il faut que ça soit en fait quand même très concret et pas juste un soutien comme ça un petit peu de loin. On a besoin d'aller arracher des victoires qui seront des leviers pour en fait aller plus loin après. Donc voilà, c'est un truc, en fait moi ça m'agace un peu. Voilà, beaucoup de gens sont très d'accord, mais en fait dans les réunions de groupe d'action il n'y a personne. Et on se compte sur les doigts d'une main pour aller faire du porte-à-porte, etc., etc. Bon. Et je parle même pas évidemment des camarades. Camarades, hein, mais de lutte ouvrière, NPA révolutionnaire, révolution permanente. À un moment donné, je ne comprends pas pourquoi ils présentent encore des candidats à des élections qui ne sont même pas électoralistes, et ils viennent prendre les demi ou les 1 ou les 2% qui manqueraient pour quand même qu'on fasse un peu l'événement en fait, et qu'on arrive à bouger un petit peu les lignes. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner les élections présidentielles, mais à un moment donné qu'on mette un coup de pied dans tout ça et que ça bouge un peu, et on verra bien ce qui en ressort. Et je parle évidemment pas du Parti communiste ou des Verts, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc conclusion tactique immédiate, et j'accélère un peu, hein, c'est que tant que la conjoncture politique elle contente cette nécessité d'avoir une force électorale en capacité d'interrompre un peu la machine,
Et tant que la France insoumise, donc c'est très conditionnel tout ça, mais tant que la France insoumise, elle peut jouer ce rôle, eh ben, il est rationnel, tactiquement, d'investir significativement dans le renforcement de ce point d'appui. Et c'est pas une consigne morale, mais c'est de la géométrie politique. Mais évidemment, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut tout sacrifier à l'électoralisme ou au soutien à la France insoumise. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut continuer à construire nos cadres d'autonomie. Sinon, ça veut dire... Voilà, c'est très important de continuer à avoir notre autonomie, que ce soit les médias, évidemment, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais c'est vital en fait qu'on ait des médias autonomes pour travailler une contre-hégémonie, mais aussi nos organisations politiques, antifascistes. Voilà, nous on a l'exemple de Tzedek, mais il y en a plein d'autres. C'est absolument vital de continuer à conserver ces cadres-là, à faire de la formation politique, former des cadres militants politiques qui pourront intervenir dans les mouvements sociaux, dans le mouvement de la lutte. Donc complémentarité, priorisation, mais pas subordination. Donc ça je vais passer. Donc pour un petit peu synthétiser, la première chose, à mon avis, c'est la priorité sur l'État. C'est-à-dire oui, c'est de la politique électorale et institutionnelle, mais je pense que c'est la priorité. Donc renforcer les leviers électoraux qui interrompent la stratégie de capture de l'État par Bolloré-Sterrin et les grands capitalistes. Donc ça inclut le soutien politique tactique à des majorités populaires capables de neutraliser la prise d'institutions publiques, soit locales ou nationales. Soutenir les ONG, tu l'as rappelé aussi, mais soutenir les ONG et collectifs qui montent des dossiers judiciaires, comme par exemple sur les concessions africaines, c'est des affaires qui sont encore en cours, parce que certes il a vendu son truc à 6-7 milliards d'euros, Bolloré à MSC, mais il a encore des affaires qui le poursuivent par rapport à ces affaires en Afrique. Et de toute manière, le fait qu'il ait vendu, ça n'enlève pas la nature antérieure de cette accumulation, évidemment. Deuxièmement, la rupture du pouvoir médiatique et culturel, ça a été rappelé aussi par les camarades de Contre-Attaque qui font un travail génial. Il y en a d'autres qui font ce travail, mais construire des infrastructures médias autonomes avec des enquêtes, de la vérification des productions locales qui refusent la logique publicitaire et oligarchique. Et des actions offensives ciblées. Campagne de mise en lumière des annonceurs, pression sur les régies, etc., les camarades ont développé. Il y a les mobilisations sociales. On entre quand même avec cette rentrée dans une rentrée qui est déjà chaude au niveau social. On a le mouvement du 10 septembre qui va se prolonger avec le 18. Donc soutien en grève, bien sûr, les caisses de solidarité, l'ancrage territorial, montrer que l'action est produit des capacités réelles et articuler les revendications sociales, écologiques et antiracistes. Casser l'instrumentalisation identitaire qui isole nos luttes et qui fragilise l'unité de notre camp. Le long terme, c'est la formation des cadres de la culture politique. Voilà, ça j'en ai parlé. J'essaye de passer un petit peu pour qu'on peut-être puisse un peu plus discuter à la fin. Et donc je vais terminer par l'argument un peu plus philosophique qui m'a guidé depuis le début de mon intervention. Walter Benjamin nous demande de penser la mémoire, la catastrophe et l'urgence. Et pour lui, l'histoire, c'est pas un cours continu. C'est un champ de ruines où l'urgence peut se saisir. La révolution, dans cette perspective, c'est pas une utopie distante et festive, mais c'est l'acte ponctuel qui interrompt la mécanique de destruction. Elle est, pour reprendre un peu son image, le frein d'urgence que l'on tire quand le train de la catastrophe est lancé. Aujourd'hui, la catastrophe, elle n'est pas hypothétique. Elle a un nom, elle a des coordonnées. C'est Trump et son projet. C'est Gaza et le génocide en cours, c'est l'écocide systémique, c'est la montée de l'extrême droite partout, c'est l'ultra-brutalité sociale. Et on doit penser une politique qui combine cette vigilance de la mémoire, ne pas laisser l'histoire s'effacer, la tactique et la stratégie prudente et réaliste, c'est chaud, et la combativité sociale. Et donc ce que Bolloré et Sterrin incarnent, j'en ai pour 2 minutes promis, c'est pas seulement une offensive économique ou culturelle, c'est un projet de société qui, en prétendant être inéluctable, fabrique une expérience de défaite. Ils imposent à des millions de personnes l'idée que le monde est comme ça, que le néolibéralisme autoritaire... je me suis perdu. Que le néolibéralisme autoritaire, la ségrégation raciale et l'écocide sont le seul horizon possible. Ce qu'ils visent, c'est pas seulement nos droits, c'est notre capacité même à nous représenter la victoire. Mais l'histoire des mouvements populaires,
nous apprend que l'impuissance n'est pas qu'un état, elle peut devenir un moment politique. On peut penser à la Commune de Paris, les journées de 1848, etc. L'expérience de la défaite, si elle est nommée, comprise et partagée, elle peut se transformer en point de départ pour recomposer des forces. Elle peut devenir, pour reprendre Benjamin, le moment où l'on tire le frein d'urgence, pas seulement contre une catastrophe imminente, mais contre l'ordre du monde qui la rend possible. Et c'est ce passage que nous devons opérer aujourd'hui, sortir de la sidération, transformer la colère dispersée en stratégie collective, ne pas se contenter d'agir contre Bolloré et Sterrin comme s'ils étaient des monstres un peu isolés, mais viser les structures qui leur permettent d'exister et d'agir. L'État, les alliances impérialistes, les appareils idéologiques. Et cela suppose d'accepter de se confronter au rapport de force réel, d'investir les lieux où se joue le pouvoir tout en construisant nos propres formes d'autonomie. C'est cela. Non, c'est pas cela. On peut avoir l'impression qu'on est en train de perdre, et je pense qu'on est en train de perdre, clairement, mais si on s'inscrit dans... vu l'héritage dans lequel on s'inscrit, cet héritage de lutte, cet héritage de mémoire, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette défaite ? Aller vers la défaite, ok, c'est à mon avis être réaliste, mais il faut y aller la tête haute, il faut y aller préparé, il faut y aller armé politiquement, parce que c'est ça ce qui permettra de faire des défaites d'aujourd'hui des leviers pour les victoires de demain. Et c'est cela frapper contre le fascisme, c'est non seulement riposter, mais déplacer le terrain de la lutte et redonner de la puissance au camp des dominés. Merci. Je vous laisse parler vers vous. C'est bien, je pense que tu as introduit un débat notamment sur les perspectives de comment, en fait, quelque part, de ton point de vue, comment lier l'autonomie des luttes et la politique institutionnelle. On va faire tourner un micro si vous avez encore des questions. D'ailleurs, ce serait bien qu'il y en ait pour lancer la discussion. Moi, il y a la première en fait qui me viendrait en tête. C'est un constat que font des gens que je connais qui sont un petit peu politisés mais qui ne sont pas forcément. Tu as très bien décrit, tu as très bien décrit en fait pourquoi est-ce que vous en prenez à l'édition concernant Bolloré. Mais dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, ce qu'il représente aux yeux des masses, c'est plutôt Pascal Praud, CNews, Hanouna, etc. Or, partie des masses, pas forcément des grands lecteurs ou des gens avec un capital culturel de gauchistes comme nous. Et ma question c'est, est-ce qu'à un moment, vous allez lier ces deux points pour essayer clairement de frapper, de viser plus large? Moi, c'est pas du tout une critique, je pense que ce que vous faites est essentiel, mais typiquement, quand je vois des personnes, le coup des marque-pages, c'est utile, mais j'ai l'impression qu'on aurait peut-être aussi à gagner, à visibiliser vraiment ce que c'est CNews, et en fait, à visibiliser ce que c'est CNews, ou en tout cas à vouloir lier par exemple la question du génocide, de l'islamophobie et de l'antiracisme, peut-être pour toucher un public, peut-être pour toucher un autre public qui s'est notamment mobilisé ces 2 dernières années sur la question palestinienne. Voilà. Je ne suis pas exactement sûr d'avoir compris la question, en fait c'est pour mobiliser un public convaincu par les pros et consorts ou Non, en gros, moi ce que je transmets là, c'est quelque chose en fait que j'entends assez régulièrement, c'est plutôt que Bolloré dans l'imaginaire collectif, c'est avant tout CNews, Pascal Praud et de la diffusion d'une création d'hégémonie qui passe par le biais de la télé, sans forcément que les gens calculent celui qu'il y a sur celui de la lecture. Donc vous faites le travail de visibilisation là-dessus. Et moi ce que je me demandais c'est, est-ce qu'on n'aurait pas justement à gagner, à aller sur ce qui rassemble le plus de gens, à savoir par exemple, je dis frapper CNews dans l'imaginaire et évidemment, et justement faire une espèce de jonction aussi dans ce que ça représente en termes de racisme et de diffusion d'idées fascistes aux yeux des masses. Voilà, je sais pas si c'est plus clair. Oui, évidemment, c'est extrêmement pertinent. Le problème précis de CNews, etc., c'est qu'en termes de prise, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Des fois, les stratégies, elles sont développées grâce aux prises qu'on a. Voilà, et le chemin qu'on prend, et c'est pour ça, précisément, que j'ai longuement parlé de l'édition, parce qu'à cet endroit-là, il y a des prises. Et évidemment, premièrement, la campagne des armées Bolloré,
elle n'est pas seule dans le paysage politique, elle doit se faire en complémentarité de toutes les autres luttes. Et du coup, si la question c'est de demander s'il y a des actions prévues plus précisément pour cibler le racisme de CNews, etc. Pour l'instant, il n'y en a pas exactement de prévu, mais on va les prévoir. Et on attend vous aussi que vous nous rejoigniez pour qu'on puisse les faire et les voir dessus. Bien sûr, tout cela sans incitation de passage à l'acte. Quand on parle d'action, on parle de parole, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il y a un micro normalement qui doit commencer à tourner. Il est là? Ouais. On va prendre une première série de 2-3 questions peut-être. On m'entend? Ouais. Moi j'avais une question pour monsieur à gauche. Tu disais que les médias de Bolloré étaient rentables maintenant, et du coup, et que... Non? Ah, t'as pas dit ça, ok. En fait j'ai compris ça, et qu'en tapant sur les médias, on pouvait du coup taper sur son chiffre d'affaires. Et j'ai toujours entendu l'inverse, mais je sais pas si tu parlais aussi du côté achète, etc. en fait. Oui, j'ai peut-être pas été assez précis là-dessus. Sur la question de la rentabilité de ces groupes, en fait, ce que je disais, tu réagissais peut-être au chiffre que je disais des 111% de bénéfices qui sont faits par sa branche médias, divertissement, etc. C'est simplement parce que ces autres entreprises, dans ces autres secteurs dont malheureusement j'ai pas parlé, que sont la logistique, notamment la logistique pétrolière, elles sont tellement déficitaires que ça fait de l'argent, que l'essentiel du bénéfice fait par le groupe dans son ensemble est fait du côté par les médias. D'un autre côté, ces médias, et particulièrement ces médias réactionnaires, ils sont déficitaires en fait, ils fonctionnent mal. CNews, il est déficitaire, il y avait eu un audit il y a un an, ils étaient déficitaires et ils prévoyaient une stabilité, et je sais juste ce qu'ils prévoient et ce qu'ils disent, sur 7 ans. Donc on est sûr qu'ils sont encore déficitaires. C8 a été banni de la TNT par l'Arcom. Alors il y a eu tout un raout pour dire que c'était par rapport à la position et une punition pour Bolloré, mais c'était aussi en grande partie parce qu'ils étaient déficitaires. En fait, très souvent, ces entreprises fascistes, elles sont déficitaires, elles ne fonctionnent pas en fait, parce qu'il n'y a pas le pluralisme, parce qu'il n'y a pas, etc. Donc non, précisément, il y a beaucoup de ces médias qui sont déficitaires, et en fait, le fait pour lui d'avoir certains médias ou entreprises de divertissement qui ne font pas partie de ce projet métapolitique de fascisation, ça relève d'une stratégie de compensation financière, parce que ça fonctionne comme des vases communicants, donc celles qui sont bénéficiaires vont donner de l'argent aux déficitaires, et aussi comme une stratégie de compensation symbolique, évidemment. Quand Bolloré était passé devant la commission parlementaire pour la TNT, il s'était défendu d'avancer quelque chose d'idéologique en disant qu'à l'époque il était patron d'Editis et du Petit Robert, dictionnaire Petit Robert, et il avait dit qu'il était sûrement à la pointe du wokisme parce que Petit Robert était le premier dictionnaire à avoir mis le pronom Yel dedans en fait. Donc, il y a une stratégie de compensation comme ça, il faut bien comprendre que beaucoup de ces entreprises, et les entreprises fascistes, elles sont déficitaires, d'où l'intérêt de aussi s'attaquer à celles qui sont bénéficiaires, tout simplement. Là, si je réponds à ta question. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Réflexions, pistes? Ça sent le café de 19h là. Vous voulez peut-être interagir. Ah, il y a une autre question là. Et peut-être que vous aussi, vous avez peut-être envie d'interagir les unes et les uns envers les autres sur ce qui a été dit de manière réciproque ou pas, je sais pas. Moi j'ai plus de questions, désolé. Ouais, moi j'ai une question pour Simon aussi, pour revenir dans le vif du sujet de ce que tu disais juste avant de conclure. Tu parlais de défaite, mais avant que la bataille elle soit jouée, et je voulais savoir si c'était une intuition ou si c'était une analyse un petit peu matérialiste de la situation, quoi, et que tu avais des éléments à nous communiquer à ce sujet. Peut-être pour soit nous motiver ou pas. Voilà. Comme tu es un fan de Gramsci, je me suis dit peut-être.
Je sais pas si j'aurais beaucoup d'éléments très concrets à donner. Moi, la question de la défaite, c'est d'abord une intuition. Enfin, c'est un sentiment, je pense, qui est partagé par, j'imagine, par pas mal de militants. C'est-à-dire que on intervient dans une situation où le rapport de force il est tellement défavorable. Ne serait-ce que si on prend la question de Gaza, en fait, depuis 2 ans, on fait l'expérience de notre incapacité collective à ne pas arriver à arrêter ce qui est en train de se passer. Et je prends Gaza, mais en fait, si on prend l'agenda bourgeois de détricotage et de casse sociale, par exemple, qu'on a en France, hein, ça fait combien de décennies qu'on lutte sur la défensive, qu'on a du mal à se défendre, qu'on a du mal à empêcher la succession des contre-réformes, qu'on a du mal à empêcher la militarisation du maintien de l'ordre, les lois toujours plus répressives, autoritaires, etc., anti-immigration qui sont votées. Enfin, c'est quand même une succession de défaites, d'échecs sur des points précis qui, quand on prend un peu de recul, en tout cas, moi, me font dire qu'on est en train d'expérimenter cette défaite-là. Et pourquoi moi j'ai envie d'en parler de cette défaite-là, c'est parce que face à cette question, il y a 2 options. Soit on se dit on a perdu, il n'y a plus grand-chose à faire, et après voilà, ça peut donner beaucoup de choses. Il y en a qui se replient un petit peu sur eux-mêmes, qui vont tenir le drapeau, je pense à la lutte ouvrière par exemple. Ils ont quand même théorisé le fait qu'on est dans une période de recul, et qu'à part tenir le drapeau de la propagande et de l'agitation, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il y a plein de ça peut générer des logiques de chapelle aussi dans la gauche radicale, surtout dans des tissus militants qui sont aussi dégradés, détériorés et fragilisés par ces défaites successives. Il y a quelque chose de brisé un peu, et c'est normal parce que la situation elle est terrible. Donc c'est soit ça, soit on la politise. En fait, cette impuissance, si on arrive à la politiser, si on arrive à la penser politiquement, ça dessine des hypothèses, des espérances qui, en tout cas moi, me font tenir. Et c'est pour ça que cette question-là de la défaite, je trouve qu'on a tout intérêt en fait à en parler entre nous, parce que c'est aussi ce qui démoralise, c'est aussi ce qui peut faire sortir du militantisme des gens, parce que si la vie avance, on vieillit, on peut avoir des vies de famille, des choses qui font que la défaite aidant, on va s'éloigner en fait du militantisme, ou alors se rabattre sur des options d'accompagnement de la casse sociale, etc., les trucs plus sociolibéraux, etc., etc. Donc c'est concrètement comment on fait en fait pour lutter contre ça, comment on fait pour réparer un peu le tissu militant et pour réparer un peu nos organisations et pour préparer le fait que ça va bouger, parce que moi je suis persuadé que ça va bouger, et qu'on va avoir besoin, et qu'on a besoin de profiter de ce moment d'impuissance pour préparer cette défaite et pour préparer l'après-défaite. On a besoin de travailler nos mémoires, de transmettre, de travailler cette question de la transmission aux futures générations militantes. C'est vrai, nous avec Tzedek, on a quand même fait l'expérience d'arriver à toucher beaucoup de personnes qui n'étaient pas militantes. Et ça, c'est hyper riche, en fait, c'est hyper précieux, parce qu'on arrive à renouveler aussi un tissu militant. En fait, c'est pour ça que je parle de défaite. Je sais pas si ça répond bien à ta question ou pas, mais c'est pas une grande théorie réfléchie ou quoi, ça part d'un ressenti. Ça part d'un constat, je pense, qui est assez objectif et accessible. Enfin, on le vit tous, donc je pense qu'on voit tous à quel point on n'arrive pas à faire face à tout ce à quoi on fait face, Gaza, Macron, la police, etc. Donc voilà, c'est pour ça, je pense qu'il y a un vrai intérêt à penser l'impuissance et la défaite pour préparer la victoire, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais... Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Il y a un tout petit point que j'avais pas noté et qui est quand même un point important. Là, je reviens sur juste des actions concrètes. Il y avait sur les liens institutionnels du groupe Bolloré, il y a beaucoup de liens avec la recherche publique. Notamment l'université de Montpellier qui a des liens avec la SOCFIN, le CIRAD qui a des liens avec la SOCFIN qui est une entreprise agro-industrielle et qui pour développer de nouveaux engrais, tout ce genre de choses, etc. Et donc il y a toute une campagne qui a été lancée du coup à la fois par des armes de Bolloré et les soulèvements de la terre qui s'appelle Recherche complice et qui va avoir lieu en octobre
Donc restez au courant de ça si vous êtes dans le milieu de la recherche ou étudiant. Ça c'est un point que je voulais rappeler. Et c'est tout en fait. Voilà. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des choses à annoncer? Non, du coup, j'avais encore... Faut que tu parles un tout petit peu plus près du micro, s'il te plaît. J'avais encore une question pour Simon. Du coup, toi, en réponse un peu à cette défaite, tu proposes du coup deux stratégies complémentaires. Déjà essayer de gagner dans les institutions et aussi l'autonomie, du coup. Mais du coup, moi, c'est la victoire des institutions. Moi, je suis militant FI et tout, mais je me dis, qu'est-ce qui pourrait... Voilà, toi, tu dis, voilà, on fait la victoire de la FI, mais je trouvais qu'il manquait un après. C'est quoi après? Qu'est-ce qu'on fait après ça, qu'on a gagné Dans quelle situation on serait en France si un jour, on imagine, la France insoumise, soyons fous, gagne les élections présidentielles? Bon, déjà, il faut... ouais, moi aussi j'aimerais bien, mais déjà, il faut imaginer dans quel contexte, en fait, on serait concrètement. Imaginez, déjà, le fait que la France insoumise existe, avec son programme, sa rupture et tout, ça les met dans un état pas possible en face. Alors imaginez une seconde qu'ils arrivent à gagner. Donc à quoi on va faire face en termes de mouvements contre-révolutionnaires, de mouvements révolutionnaires. On va faire là. Je prétends pas dire on sera dans telle condition, il faudra faire ceci ou il faudra faire cela. Ce que je me dis, c'est que je préfère continuer les combats qu'on mène aujourd'hui contre un gouvernement, la France insoumise, plutôt que contre un gouvernement Macron ou Bardella ou je sais pas quoi, ou Le Cornu ou je sais pas quoi. Donc en fait c'est ça, le après de la France insoumise, c'est qu'on va continuer en fait sur nos combats. Alors après, tout dépend. Si la France insoumise arrive à prendre le pouvoir et que demain ils trahissent, je dis pas que c'est ce qui se dessine, c'est pas la même chose que s'ils arrivent à prendre le pouvoir, à gagner une élection et à essayer de continuer à batailler sur leur ligne et sur leur programme. Selon ces deux hypothèses, à nous en tant que révolutionnaires, ça implique des rapports différents à la France insoumise et peut-être des positionnements différents. Donc c'est pour ça en fait, comme tu le dis, effectivement, on n'a pas la réponse à ça parce que ça va dépendre des facteurs en fait, qui seront les nôtres à ce moment-là si on est dans une situation comme ça. C'est pour ça que il faut vraiment les renforcer ce point d'appui. Hein, c'est pas, je suis pas adhérent, enfin, je suis pas dans l'appareil de la France insoumise. Hein, et c'est pas ma ligne politique par ailleurs. Mais je le vois vraiment comme un point d'appui pour nos luttes et actuellement comme un débouché politique et institutionnel par rapport à nos luttes. Donc voilà, si demain la France insoumise gagne, il faudra continuer le combat avec ou contre le gouvernement LFI, je sais pas, ça dépendra. Mais voilà, et puis après je pense qu'il y a la question aussi d'étendre à un moment donné, si la France arrive à faire rupture avec une victoire à la France insoumise, comment on arrive à étendre, je sais pas, aux pays qui sont à côté, à l'Europe, peut-être sur d'autres continents, en Amérique latine ou ailleurs. Comment on va... Voilà, ces conditions-là, voilà, ça va nous ouvrir sûrement des boulevards, ou des petites ruelles du moins. Peut-être que ça va fermer mais voilà, il y aura des choses à repenser. Mais d'ici qu'on en arrive à... Déjà, essayons d'être au deuxième tour, ça serait déjà un sacré truc. Quand le Front populaire a gagné en 1936, les ouvriers ont continué à faire grève après. Donc, je pense que c'est un bon exemple pour dire qu'il ne faut pas croire que ça a changé et tout. Peut-être que si, mais en tout cas, il faut continuer à se battre, ça c'est sûr. Et je rajouterais aussi que le curseur de la fenêtre d'Overton qu'on décrit, même si les rapports de force sont évidemment pas les mêmes quand on va vers la droite ou vers la gauche, dépendent aussi de ces trucs-là. Très concrètement, les quelques victoires qu'on a au sein de la gauche, c'est que la rupture se fait aujourd'hui sur des questions très claires. C'est la Palestine, c'est la lutte contre l'islamophobie, c'est la lutte contre la xénophobie, en fait c'est la lutte antiraciste qui se conjugue à la lutte contre le capitalisme et contre l'écocide, mais pas de manière libérale, en tout cas en apparence. Et ça, c'est des victoires en fait qui viennent de nous, le champ de l'autonomie des luttes. Et quand je dis l'autonomie des luttes, c'est pas seulement en fait des actions coup de poing et radicales, même si ça en fait partie et qu'on en a besoin. C'est quelque chose de beaucoup plus large qui s'est passé ces 10 dernières années en France. On a quand même, je trouve, cette chance-là de se dire que voilà, même si ces 2 dernières années ont été amorphes après le mouvement des retraites et qu'on s'est pris un gros contre
contre-coup dans la gueule face à cette défaite. On est dans un pays en fait qui bouge. On est dans un pays où en fait à peu près tous les sujets de société ont débouché sur des séquences, je vais pas dire pré-insurrectionnelles, mais quand même parfois offensives, qui ont aussi permis de bouger les lignes à gauche. Et concrètement, en fait, dans des perspectives révolutionnaires, on a intérêt à étendre ce champ au niveau idéologique et hégémonique, tout en faisant, comme tu l'as dit, attention aussi aux désillusions. Mais là, pour le moment, on n'en est pas encore là. On est dans un truc, en fait, où ce qui va nous arriver, c'est le fascisme aux portes du pouvoir, où si une gauche de rupture s'approche trop du pouvoir, on risque d'avoir des manifs de keufs, voire même des trucs bien pires. Moi, l'expérience de Salvador Allende, même si le contexte de l'Amérique du Sud dans les années 70, sous fond d'impérialisme américain et de fascisme décomplexé, n'est pas comparable à celui d'une super structure étatique qui est une des plus grosses puissances mondiales. C'est des trucs qu'on se doit de se garder en tête. Et là-dessus, comme tu parles du Chili, j'invite tout le monde à regarder la bataille du Chili, qui est justement un très bon exemple de la gauche au pouvoir et qui se fait massacrer par le pouvoir capitaliste, appuyé par les États-Unis, bien évidemment. Voilà. Et non mais directement, parce que je voulais parler de ça en fait justement. La question en fait, si on imagine une victoire électorale de la France insoumise, en fait derrière la question nous en tant que militants on peut se poser, c'est serait-on ou pas dans une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire? Et qu'est-ce que c'est une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire? C'est une situation où il y a un double pouvoir. Si on prend effectivement le Chili, ou si on prend par exemple la révolution russe au début, on avait une victoire électorale populaire avec l'unité populaire au Chili, le gouvernement de Kerensky qui est arrivé suite à 17 en Russie, mais on avait au Chili les cordons ouvriers, énormes structures ouvrières autonomes, syndicales organisées, et on avait les soviets évidemment en Russie, et toute la question c'est d'arriver à accompagner une transition de pouvoir, du pouvoir institutionnel, même populaire, vers en fait les pouvoirs ouvriers, les pouvoirs populaires autonomes en fait. Et l'enjeu serait de faire ce que n'ont pas réussi à faire malheureusement les Chiliens au début des années 70, c'est-à-dire convaincre Allende, mais pour nous convaincre Mélenchon, de lui aussi en fait initier cette transmission de pouvoir, cette continuité de la révolution. Allende, il s'est fait massacrer par Pinochet parce qu'il a refusé de donner des armes aux cordons ouvriers, malgré le fait que les cordons ouvriers demandaient à Pinochet, à Allende, donne-nous des armes parce que les fachos vont nous exterminer et vont te tuer et vont tous nous tuer. C'est exactement ce qui s'est passé. En Russie, ça a été plus victorieux, mais à quel prix? C'est la guerre civile. Après, voilà, c'est toute la question des conditions en fait. Et encore une fois, dans quelles conditions on sera si on arrive à avancer en fait dans notre agenda politique et révolutionnaire, ça je ne sais pas. Mais je pense que dans tous les cas, on sera dans des situations d'adversité, d'hostilité et de militantisme qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Peut-être avec plus d'enthousiasme, parce que des portes s'ouvriront, mais avec des risques et un niveau de répression qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors que c'est déjà pas mal la répression aujourd'hui, façon de parler. Je vais vous laisser à chacune et chacun le mot de la fin, sauf si vous voulez encore interagir les unes et les uns envers les autres, si vous avez par exemple des dates à annoncer ou autres. Et je remercie encore les Soulèvements de la Terre d'avoir organisé cet événement et cet espace de rencontre. Je pense qu'on peut les applaudir pour tout le travail qu'ils font tout au long du week-end. Et aussi remercier l'ensemble des bénévoles ici qui travaillent sur la technique, qui permettent d'avoir quand même un débat dans des conditions assez cool pour ce qu'on voit habituellement à la fête de l'UMA. Toutes les personnes qui font de la bouffe, qui sont au bar depuis 3 ou 4 jours et qui en peuvent plus comme beaucoup d'entre nous. Et avant de vous laisser du coup le mot de la fin, je vous invite du coup à continuer cette discussion autour d'un verre. Il y a une excellente bière, un très bon cidre. Merci à toutes et à tous, bonne soirée et reposez-vous bien. Vive la lutte! Non, on aura des dates qui se préparent en novembre, juste un peu comme celle qu'il y avait eu l'année dernière en décembre par rapport à Bolloré, des grandes fêtes, probablement au Cirque électrique. Ouais, ça c'est vrai. Oui, c'est pas certain, c'est ça? Ah oui, non, ok. Voilà. Donc voilà, restez connectés là-dessus. Les dates sont pas encore précises, mais il y a aussi évidemment cette date du 4 décembre, des Nuits du Bien Commun aux Folies Bergères.
où il y aura aussi des choses à faire. Voilà. Et merci pour votre temps, votre écoute. Si vous voulez nous soutenir Contre-Attaque, que vous aimez ce qu'on fait, on a une campagne de dons qui est en ligne sur contre-attaque.net, contre-attaque.net. Donc voilà, pour diffuser nos idées auprès du plus de personnes possible, ça nous aiderait beaucoup. Merci. Quoi ? Ah ouais. Et le contact d'Escasse arrive. Alors, le contact de la SCAS, donc c'est SCAS underscore la @proton.me. Voilà, pour tous ceux qui veulent participer au sbeulage des nuits du bien commun et à plein d'autres choses. N'hésitez pas à les contacter.